Un homme neutralise la dernière créature sous le regard de son chef d'équipe. Le chef, Likii, ordonne froidement de brûler les 7 corps pour ne laisser aucune trace. Un de ses hommes presse le pas, inquiet de faire attendre un certain Yehu. Une pluie soudaine et rouge ravive le souvenir d'une catastrophe survenue 12 ans plus tôt. Tout a commencé en l'an 1034 de l'ère stellaire, avec une fuite dans une base industrielle. Des catastrophes naturelles en chaîne ont alors remodelé la planète, fusionnant les continents en un seul. S'ensuivit une pluie rouge qui, pendant 1 an, transforma la plupart des humains en monstres appelés prédateurs. Cet événement apocalyptique fut baptisé la calamité de la pluie rouge. Au milieu du chaos, une minorité d'humains développa des pouvoirs extraordinaires, devenant les détenteurs de capacités. Pendant 10 ans, ces héros ont nettoyé le monde et établi 7 cités boucliers pour protéger les survivants. Le reste du monde, connu sous le nom de Terre désolée, est un cimetière à ciel ouvert où l'équipe arrive prudemment. La purification par le feu se poursuit, effaçant toute trace des créatures neutralisées. Un des hommes annonce au chef que le dernier groupe de monstres a été éliminé. Le chef s'interroge sur cette agitation anormale des prédateurs et l'absence de leur propre patron. Ces hommes grognent sur la faible rentabilité de ces monstres, rêvant d'un pouvoir qu'ils n'ont pas. Le sous-chef les recadre sèchement, leur rappelant que la marchandise est pour un seigneur et que leur vie en dépend. Son camarade, sûr de lui assure que rien n'arrivera sous sa surveillance. La marchandise est en réalité un groupe de jeunes filles sans pouvoir, paralysées par la peur dans une cage. L'un des ravisseurs la dévisage avec une expression inquiétante, n'étant retenu que par les ordres de son patron. Sa réflexion est interrompue par une mystérieuse substance blanche qui vient de lui tomber sur la main. L'homme lève la tête, perplexe face à cette substance inconnue. Une gueule monstrueuse surgit des ténèbres, prête à le dévorer. Le chef identifie la créature comme un mutant de rang 4 et ordonne la retraite immédiate. Un de ses hommes tente une attaque désespérée, sachant son pouvoir de rang C insuffisant. Son projectile d'énergie se dissipe sans effet sur la créature, qui possède une intelligence redoutable. Pris de panique, le sous-chef abandonne lâchement ses coéquipiers pour sauver sa peau. Il utilise son pouvoir pour ériger un mur de terre, piégeant ses camarades avec le monstre. Tout en s'enfuyant, il leur promet de revenir avec des renforts, une excuse pour masquer sa trahison. Il compte sur ses anciens alliés pour servir de diversion, espérant s'échapper seul de l'usine. Mais sa fuite est stoppée net par les jeunes filles de la cage, désormais transformées en créatures terrifiantes. L'une des créatures toise le traître avec un sourire sadique, se délectant de sa terreur. L'homme hurle de panique, submergé par les mains griffues des jeunes filles transformées. Un doigt se pose sur ses lèvres pour étouffer ses cris, le condamnant à un silence de mort. Dans un éclair rouge sang, la silhouette du traître est impitoyablement mise en pièces. Seules ses chaussures flottent un instant dans le vide, témoignant de sa fin brutale. Derrière le mur, le chef et son dernier homme sont piégés par les tentacules du mutant, suppliant pour leur vie. Son subordonné, complètement enveloppé, éclate d'un rire fou avant de disparaître. La créature se délecte de leur désespoir, une saveur qu'elle semble particulièrement apprécier. Le chef Likii s'effondre à son tour, le regard vide, terrassé par la puissance du monstre. Soudain, un homme aux cheveux rouges apparaît et d'un simple geste déclare que le spectacle est terminé. Son pouvoir, parole véritable, se manifeste, dissipant instantanément les tentacules du monstre. Il s'approche de la cage où gît Likii, qualifiant cyniquement le massacre de spectacle réussi. Une énergie rouge saisit Likii à la gorge, tandis que son tortionnaire le questionne sur la perte de ses hommes. Refusant de céder, Likii hurle qu'il ne révélera jamais l'emplacement de son seigneur, un certain Yehu. L'homme, qui n'est autre que Yehu, exprime sa déception, trouvant la résistance de son adversaire pathétique. Face à ce mutisme, Yehu sort un scalpel, déterminé à obtenir les réponses par d'autres moyens. La panique s'empare de Likii, qui comprend les intentions de Yehu, alors que ce dernier réfléchit à sa méthode. La pointe du scalpel se pose sur les lèvres de Likii, le faisant transpirer d'angoisse. Le scalpel remonte ensuite vers son œil injecté de sang, le plongeant dans une terreur absolue. Avec un sourire satisfait, il retire un objet lumineux de sa victime, jugeant que cela suffira. Yehu commence son interrogatoire sadique, transperçant la tête de Likii qui le traite de fou dans un dernier sursaut de défi. Le visage de Likii se déforme dans un cri silencieux, submergé par une agonie indescriptible. Likii implore la mort, mais son tortionnaire lui ordonne de se taire, car il doit trier ses souvenirs pour trouver l'information qu'il cherche. Le scalpel énergétique navigue avec une précision chirurgicale parmi les fils chaotiques de la mémoire de Likii. Le regard de Yehu est glacial de concentration. Il sonde les profondeurs de l'esprit de sa victime à la recherche d'un souvenir précis. Un sourire victorieux se dessine sur son visage ensanglanté. Il a enfin trouvé ce qu'il cherchait.
D'un geste final, il active sa capacité et arrache le souvenir de l'esprit de Lee, le laissant vider. L'information extraite révèle l'emplacement d'une base industrielle, laissant le corps sans vie de Lee en arrière-plan. Cette découverte semble réveiller un souvenir personnel chez Yehu, qui arbore un sourire mélancolique. L'histoire se conclut sur l'image d'une mystérieuse femme démoniaque, laissant présager de futurs conflits. L'histoire bascule vers un immeuble résidentiel désolé, baigné par la lumière du crépuscule. Dans une pièce silencieuse, un tourne-disque diffuse une mélodie, instaurant une ambiance étrangement calme et mélancolique. Un nouveau personnage entre en scène, levant une hache ensanglantée dans ce qui ressemble à un atelier. Il abat sa hache avec une force brutale, l'impact résonnant violemment dans la pièce. Son visage exprime une détermination froide et concentrée, alors qu'il poursuit sa sinistre besogne. L'homme hache méthodiquement des ingrédients dans un bol, préparant une sorte de mixture. Il se saisit ensuite d'un étrange injecteur lumineux, dont l'utilité reste un mystère. Penché sur un individu maîtrisé, il lui parle d'une voix d'une douceur glaçante. Ses yeux brillent d'une lueur dorée, révélant une excitation troublante pour la suite des événements. Il ferme les yeux, savourant l'arôme de sa création avec une expression de pur contentement. Le résultat de sa préparation est un plat d'œufs à la coque, présenté avec un soin méticuleux. Il s'installe à table, contemplant avec une immense satisfaction ce qu'il considère comme un repas parfait. Tout en dégustant, il songe à la rareté de ses ingrédients et prévoit d'en conserver une partie. Son regard se perd dans le vague, le goût de la sauce tomate ravivant un souvenir lointain. Ses yeux se posent sur une photo encadrée, révélant l'origine de sa recette et de sa nostalgie. Le cliché montre un groupe d'enfants souriant à l'orphelinat des Anges, 2 ans avant la calamité. Mais ce souvenir heureux est aussitôt souillé par une vision de sang, transformant la scène en cauchemar. Un flashback révèle un homme en blouse observant le carnage, notant qu'un seul enfant a survécu grâce à son talent unique. L'homme s'approche alors du jeune survivant, couvert de sang, et lui propose de le suivre. L'enfant, cherchant une validation pour ses actes, accepte l'offre de cet homme qui le réconforte de manière troublante. L'homme en blouse lui promet qu'il deviendra sa plus grande œuvre d'art. Le souvenir d'une expérience atroce refait surface où l'enfant subit une transformation douloureuse. Dans un laboratoire, le scientifique observe froidement l'injection de multiples substances dans le corps du sujet numéro 03. Il augmente la puissance du choc électrique, poussant la souffrance de l'enfant à son paroxysme. De retour au présent, son repas est interrompu par le souvenir de ses yeux injectés de sang durant la torture. Son regard se durcit, hanté par la prise de conscience qu'il est devenu ce qu'il a toujours détesté. Une vision fugace montre la main ensanglantée de son tortionnaire qui se dédouanait de toute responsabilité. L'enfant assiste, impuissant, à l'incendie de l'orphelinat, abandonné à son propre sort. Serrant son ours en peluche, le jeune survivant révèle un œil brillant d'un pouvoir né de la tragédie. Submergé par la rage, il frappe la table avec une force explosive, brisant son calme apparent. La cuillère tombe, mais sa détermination est inébranlable, pensant à leurs retrouvailles imminentes. Ses yeux brillent d'une lueur glaciale, anticipant avec une froide satisfaction leur future rencontre. Un tableau d'enquête révèle sa cible, une présidente au cœur d'un réseau complexe d'informations. La scène change pour Yanilan, la plus grande cité-refuge pour les humains ordinaires, fondée par la Fédération de la Gloire. Dans ce sanctuaire, la vie semble normale, offrant travail, éducation et soins aux survivants. Un homme à lunettes, que l'on découvre être Xiaoji, est interpellé par une jeune fille. Elle lui offre une boulette de riz en guise de remerciement pour avoir aidé sa mère malade. Il refuse d'abord gentiment, mais la fillette, touchante de sincérité, insiste pour qu'il accepte son cadeau. Il finit par prendre une bouchée, tandis que la jeune fille attend son verdict avec espoir. Un sourire chaleureux illumine son visage, la rassurant sur le goût délicieux de sa préparation. La fillette, ravie, remercie Xiaoji avant de partir pour son propre travail. Elle lui fait un signe de la main plein d'entrain, l'appelant son grand frère. À son insu, des agents le surveillent, rapportant ses moindres faits et gestes à leurs supérieurs. La cible monte dans le bus et l'équipe de filature s'infiltre discrètement derrière lui. Dans le bus, un agent masqué confirme que leur cible numéro 384 se dirige vers le centre de gestion des capacités. Mais soudain, l'agent perd sa cible de vue, qui s'est volatilisée au milieu de la foule. Le chef d'équipe, un homme aux cheveux clairs, ordonne à ses hommes de se retirer, lassés de ce jeu du chat et de la souris. La destination se révèle être le centre de gestion des capacités, une institution gérée par des humains ordinaires pour surveiller les détenteurs. C'est là que Xiaoji arrive, utilisant un badge pour passer la sécurité sans encombre. À l'intérieur, une collègue le salue, remarquant son léger retard alors qu'il s'apprête à commencer sa journée de travail. Il s'excuse pour son retard, prétextant s'être trompé de bus à cause de quelques mouches importunes.
Sa collègue s'indigne qu'on lui confie des tâches ingrates, mais il balaye ses inquiétudes, n'ayant aucune mission à l'horizon. Une autre employée exprime son soulagement, mentionnant la mort récente et brutale de 5 détenteurs près d'une usine à vapeur. Il songe à l'implication d'un prédateur de haut rang et sa collègue l'exhorte à la prudence, leur centre étant une cible vulnérable. Un homme pressé interrompt leur conversation, l'informant que le directeur le convoque sur le champ. Faisant un signe de la main à ses collègues, il suit l'homme vers le bureau du directeur, conscient de l'urgence de la convocation. La porte du bureau du directeur se dresse devant lui, marquant le seuil d'une rencontre importante. Le directeur l'accueille dans son bureau spacieux, lui annonçant qu'il souhaite lui présenter une personne. Une femme au regard perçant, assise dans le bureau, l'identifie comme l'agent d'élite au taux de réussite infaillible. Le directeur lui présente alors Miss Lu Yao de Santenberg, annonçant qu'elle sera désormais sa supérieure directe. Lu Yao l'interrompt d'un geste, lui indiquant de ne pas se presser avant de lui présenter un dossier. Elle lui demande, avec une assurance désarmante, d'analyser les photos qu'elle a étalées sur le bureau. Xiaoji observe les clichés avec un calme professionnel, son regard affûté ne laissant rien au hasard. Les photos révèlent les corps sans vie des détenteurs de l'usine, témoins d'une violence inouïe. Il livre son expertise, concluant que les victimes ont été éliminées il y a plusieurs jours avec une haine féroce. Il suggère d'enquêter sur les relations des défunts, persuadé qu'il s'agit d'une vengeance personnelle. Lu Yao révèle que l'une des victimes, Ye Hu, était un individu prudent, ce qui rend son meurtrier d'autant plus redoutable. Conscient d'affronter un tueur méthodique, Xiaoji se porte volontaire pour démasquer le coupable si elle lui en donne les moyens. Elle le met au défi, se demandant pourquoi un simple employé de bureau n'a pas peur de traquer un détenteur de rang B. D'un pas assuré, il s'avance, prêt à lui prouver qu'il est bien plus qu'un simple archiviste. Il se déclare prêt à tout sacrifier pour l'Alliance, sa vie n'ayant plus d'importance. Lu Yao rejette son offre, expliquant qu'une équipe spécialisée est déjà sur l'affaire. Elle reconnaît son talent rare et lui annonce qu'elle le gardera sous étroite surveillance. Le directeur, zélé, pousse Xiaoji à remercier sa nouvelle supérieure pour cette attention particulière. L'histoire nous emmène à Rose City, la plus grande zone de libre-échange, où tout s'achète et se vend. Dans les rues animées, un couple s'arrête à un étal de marché pour acheter des fruits. Non loin de là, le jeune homme de l'orphelinat observe la scène, son regard empreint d'une froide détermination. Un train de nuit attire l'attention, son passage soulevant des questions sur la sécurité face aux prédateurs. Le prix exorbitant du billet, équivalent à 6 mois de dépenses, choque un passant qui crie à l'arnaque. Le vendeur justifie le coût par la présence de 12 détenteurs de rang A, assurant la protection du train spécial qui file à travers la nuit. À bord du train, le jeune homme se déplace dans un wagon étrangement vide et silencieux. D'un geste précis, il utilise son scalpel et un pouvoir rouge pour déverrouiller la porte d'un compartiment. La porte s'ouvre, révélant son visage au sourire confiant, prêt à affronter ce qui l'attend. Il est accueilli par une employée du train qui pousse un chariot repas, lui demandant s'il est prêt à manger. L'employé lui tourne le dos, l'ambiance devenant soudainement plus lourde et menaçante. Soudain, son corps se contorsionne violemment, sa nuque craquant alors qu'elle entame une transformation monstrueuse. Elle se retourne, révélant un visage déformé par la folie et des griffes acérées, prêtes à l'attaquer. Mais d'un mouvement fulgurant, il la neutralise sans effort, la laissant étendue au sol, vaincue. Il la regarde avec un air désabusé, s'interrogeant sur la qualité de l'accueil à bord du train rose-noir. La tête de la créature gît au sol et une notification confirme que la vérification d'identité a réussi. La créature vaincue transmet une invitation de la part de son hôte avant de s'éteindre. D'un pas méprisant, il écrase la tête du monstre, acceptant silencieusement l'invitation. Un portail écarlate s'ouvre devant lui, révélant l'entrée du fameux marché de la rose noire. Il pénètre dans un salon opulent, un marché clandestin où tous les désirs ont un prix. Autour de lui, les visages des autres clients sont masqués par une illusion, mais son œil perçoit au-delà des apparences. Il s'installe à une table et active une interface holographique pour commencer ses recherches. Le prix pour une simple adresse est exorbitant, mais il n'hésite pas à valider la transaction. Une serveuse au visage indistinct s'approche, lui apportant ce qui semble être sa commande. Elle dépose devant lui un plat à l'aspect repoussant, qu'il semble pourtant connaître. Son œil brillant d'une lueur dorée, il se prépare à déguster ce repas pour le moins singulier. Il lit un rapport sur une ancienne base industrielle devenue une église suspecte. Un sourire ironique se dessine sur son visage, intrigué par cette information. Le lendemain, l'imposante église sans ombre se dresse fièrement sous le soleil. À l'intérieur, des fidèles prient avec ferveur, cherchant réconfort et guidance. Des moines boivent un liquide mystérieux, participant à un étrange rituel. Un prêtre charismatique annonce le début d'une cérémonie solennelle. Des nonnes, tenant des bougies,
s'avancent, prêtes à servir leur seigneur. Elles semblent dévouer corps et âme à une cause obscure. Les moines continuent leur rituel, absorbant la substance énigmatique. Une énergie étrange enveloppe les nonnes, les liant à un pouvoir inconnu. Les nonnes affichent un sourire étrange, presque hypnotique. Elles se disent honorées d'être choisies par leur seigneur. Les pieds des nonnes sont immergés dans un liquide mystérieux. On les exhorte à se dévouer corps et âme à leur seigneur. Une nonne semble submergée par l'expérience, le regard perdu. Les moines célèbrent la manifestation de leur seigneur. Le prêtre annonce que les vierges ont rejoint le royaume divin. Des visages apparaissent, emprisonnés dans une substance étrange. Le prêtre présente l'image de leur seigneur, une femme blonde. Il promet que boire le liquide les transformera en serviteurs loyaux. Les fidèles, en pleine frénésie, supplient leur seigneur de les bénir, prêts à tous les sacrifices. Dans une euphorie collective, ils se battent pour la reconnaissance de leur divinité, chacun voulant sa part. Une goutte du liquide écarlate tombe dans le bol, marquant le début d'une étrange communion. Le reflet du jeune homme apparaît dans le breuvage, tandis qu'une voix sonde les ténèbres de son âme. Une main lumineuse lui tend une offre de rédemption, une chance d'échapper à son passé. Une femme pose une main réconfortante sur son épaule, lui vantant la miséricorde de leur Seigneur. Entouré de figures angéliques, on lui promet une vie éternelle dans un monde idyllique s'il boit le breuvage. Son regard perçant trahit son scepticisme face à cette promesse d'un nouveau monde. Il fracasse le bol au sol, brisant le rêve et dénonçant ce magnifique mensonge. L'illusion se dissipe et une énergie dorée jaillit de lui, neutralisant les fidèles qui l'encerclaient. Le prêtre, pris au piège, sent une fluctuation psychique familière et perturbante. Son visage se tord de haine en reconnaissant son agresseur, qu'il croyait mort depuis longtemps. Le jeune homme, amusé, se réjouit que son tortionnaire se souvienne encore de lui après 16 ans. Le prêtre admet avec un sourire cruel que cet enfant lui a laissé une impression inoubliable. Un souvenir sanglant refait surface, le montrant enfant, un véritable démon aux yeux de son bourreau. Il ordonne à ses fidèles de punir le blasphémateur qui a osé souiller l'image de leur Seigneur. Les adeptes se jettent sur lui sans hésiter, déterminés à obéir aux ordres de leur chef. D'un seul mot, le jeune homme déchaîne son pouvoir, figeant ses assaillants dans des fils d'énergie rouge. Il contemple son œuvre avec un sourire satisfait, qualifiant leur assaut de performance spectaculaire. Le prêtre, dédaigneux, traite ses propres hommes d'inutiles et prépare sa propre contre-attaque. Les fidèles hurlent de douleur, piégés par les fils d'énergie qui les consument. Le prêtre utilise ses propres hommes comme des marionnettes, les sacrifiant sans le moindre remords. Le jeune homme le nargue, constatant que son tortionnaire n'a pas changé sa manie d'utiliser les gens comme des outils. Le prêtre rétorque avec un sourire méprisant, qualifiant toutes ses victimes de simples produits défectueux. Il révèle alors sa véritable nature, se transformant en une créature de chair et de sang difforme. Le monstre déclare que le jeune homme fut sa création la plus parfaite, son outil ultime. Piqué au vif, son adversaire s'élance à son tour, la rage brillant dans son œil doré. Il esquive de justesse une attaque dévastatrice, le sol de l'église se fissurant sous l'impact. Une égratignure sur sa joue témoigne de la vitesse de son ennemi, mais sa concentration reste totale. Il lève les yeux, surpris par une main gigantesque qui s'abat sur lui depuis les ombres. Le jeune homme se retrouve piégé par des fils d'énergie rouge, bloquant son assaut. Le prêtre, exultant, lui demande s'il apprécie sa dernière création, une nouvelle forme de pouvoir. Son visage arbore un sourire sadique, certain que son adversaire est déjà condamné. Loin d'être intimidé, le jeune homme trouve la situation plutôt intéressante, son œil doré brillant d'anticipation. Le scientifique lui offre alors une chance de se racheter en revenant à ses côtés. Xiaoji, face à la main monstrueuse, rejette l'offre, n'ayant aucune envie de devenir une créature difforme. Fou de rage, son tortionnaire lui hurle de se préparer à mourir. Le monstre clame qu'un outil désobéissant, aussi parfait soit-il, n'a plus aucune raison d'exister. D'un regard glacial, Xiaoji lui ordonne simplement de disparaître. L'image de la déesse se brise alors que le monstre hurle, sommé de s'effacer de sa vue. Xiaoji, défiant la gravité, lance une contre-attaque fulgurante sur son ancien tortionnaire. Son œil doré s'illumine, guidant une pluie de lames d'énergie avec une précision chirurgicale. Le prêtre érige un bouclier, déviant sans effort les projectiles et se moquant de l'assaut. Il le prévient avec arrogance que son énergie est gaspillée, qualifiant son attaque de futile. Un sourire narquois se dessine sur le visage de Xiaoji, qui révèle que les apparences sont trompeuses. Il dévoile sa véritable cible, non pas le prêtre, mais l'idole qu'il vénère, désormais piégé par les fils d'énergie. Les fils d'énergie transpercent l'effigie de la déesse, frappant le symbole même du pouvoir de son ennemi. L'image sacrée se fissure et se brise, emportant avec elle l'illusion de la divinité. Pris de rage, le prêtre hurle alors que le lien avec sa source de pouvoir est violemment rompu.
Une explosion dévastatrice s'ensuit, anéantissant le monstre et une partie de l'église dans un torrent de flammes. Le prêtre reconnaît avec une pointe d'admiration la puissance de son ancien élève. Il est impressionné que Xiaoji l'ait retrouvé si rapidement au milieu des décombres. Xiaoji le nargue, lui reprochant sa lâcheté et sa manie de toujours se cacher. Le jeune homme s'adresse à son ancien tortionnaire, le doyen, avec un mépris glacial. Un des fidèles du doyen, furieux, ordonne à une créature de punir l'insolence de Xiaoji. Mais le monstre se retourne contre lui, à la grande surprise du serviteur qui ne comprend pas l'ordre de son maître. La créature se saisit du fidèle qui supplie son maître de l'épargner, en vain. Le doyen observe la scène avec une froide indifférence, jugeant que seuls les faibles implorent la pitié. Se débarrassant de son sbire, il se tourne vers Xiaoji, déclarant que plus rien ne les interrompra. Le doyen, considérant Xiaoji comme sa plus parfaite création, se prépare à évaluer sa véritable puissance. Le visage de Xiaoji s'assombrit, son œil brillant d'un pouvoir complexe alors qu'il accepte le défi. Il s'élance dans les airs avec une agilité fulgurante, esquivant la créature monstrueuse en contrebas. Une lame d'énergie fend l'air et frappe le monstre avec une force dévastatrice. En atterrissant, Xiaoji comprend que ses pouvoirs psychiques sont étrangement inefficaces contre cet adversaire. Le doyen révèle avec un sourire suffisant que sa marionnette est conçue pour contrer les attaques mentales. Soudain, des fils d'énergie dorée entravent Xiaoji, le prenant au piège contre son gré. Alors que le monstre se prépare à frapper, il réalise qu'il doit simplement s'abstenir d'utiliser ses pouvoirs psychiques sur lui. Le doyen, exaspéré par sa résistance, lance une nouvelle offensive avec une rage non dissimulée. Une lumière intense jaillit du sol, annonçant une attaque d'une puissance colossale. La créature est violemment projetée en l'air par un torrent d'énergie bleue destructrice. La force de l'attaque le fait glisser en arrière, son bouclier se fissurant sous l'immense pression. En crachant du sang, il se rend compte qu'il subit bien plus de dégâts que la marionnette contre laquelle il se bat. Le doyen offre calmement à son ancien élève une dernière chance de revenir à ses côtés. Ji Yuchuan, un sourire aux lèvres malgré la douleur, rejette froidement l'offre en rappelant une leçon que le doyen lui avait autrefois enseignée. Le doyen observe, perplexe, tandis que des fils d'énergie dorée commencent à crépiter dans le sol autour de lui. Ses yeux s'écarquillent soudainement lorsqu'il réalise que tout cela faisait partie d'un piège soigneusement préparé par Ji Yuchuan. Les fils dorés se resserrent violemment autour de la monstrueuse marionnette, qui se tord de douleur. Pris de panique, le doyen ne comprend pas pourquoi les dégâts partagés n'affectent pas Ji Yuchuan. Ji Yuchuan lui rappelle avec moquerie que c'est le doyen lui-même qui a coupé les fils qui le contrôlaient autrefois. Ji Yuchuan conclut avec un regard glacé, affirmant qu'il n'a plus aucune raison d'obéir. Le doyen réalise avec horreur son moment d'inattention, voyant Xiaoji se protéger derrière un bouclier doré. La marionnette du doyen est transpercée par un rayon d'énergie, son visage se tordant dans une agonie silencieuse. La créature est pulvérisée dans une explosion dévastatrice, marquant la fin de son existence. Shoji se tient debout, indemne, soulagé que sa préparation ait porté ses fruits. Le doyen s'effondre au sol, affaibli et blessé par la destruction de sa créature. Malgré sa défaite, il affiche un sourire suffisant, reconnaissant que sa création est devenue un puissant psychique de rang A. Xiaoji répond à cette provocation par un sourire glacial, plein de mépris pour le mot « chef-d'œuvre ». D'un geste brutal, il écrase le visage de son ancien tortionnaire sous sa botte, affirmant sa domination. Le jeune homme, scalpel en main, annonce que l'heure des comptes a sonné après 16 ans, le tenant pour responsable de la mort de ses parents. À terre, le doyen lui révèle une vérité choquante. Ses parents ont été éliminés non pas pour son talent, mais sur ordre d'un certain seigneur Qian Mian, car ils en savaient trop. Shoji est abasourdi, se demandant qui est ce seigneur Qian Mian et quel secret ses parents détenaient. Le doyen, au sol, se moque de sa soif de connaissance, un sourire narquois aux lèvres. Il le nargue, lui disant que ses réponses, il devra les chercher dans l'au-delà. Dans un dernier acte de défi, il active un cercle d'invocation, la porte des enfers, pour appeler un démon. Une tête de serpent démoniaque émerge du portail, annonçant l'arrivée d'une créature des ténèbres. Un dragon infernal se matérialise entièrement, ses yeux rouges brillant d'une lueur maléfique. Le doyen, fou de rage, ordonne à sa nouvelle créature d'éliminer Xiaoji, se proclamant son maître. Mais Xiaoji, d'un mouvement fluide, contourne le monstre et se place derrière son ancien tortionnaire. D'une voix glaciale, il ordonne au dragon de dévorer celui qu'il a invoqué, retournant l'arme contre son créateur. Le doyen hurle de terreur, englouti par l'ombre de la créature qui exécute l'ordre sans hésiter. Shoji s'éloigne, laissant son tortionnaire hurler de douleur, lui souhaitant de connaître le même sort que ses parents. À terre, le doyen n'en revient pas d'avoir été trahi par la créature qu'il a lui-même invoquée. Shoji révèle qu'il avait tout anticipé, activant sa capacité construction dès leur rencontre.
Ce pouvoir, le tisseur de rêves, lui a permis d'envahir l'esprit du doyen et de prédire ses actions en lisant les fils du destin. Il lui propose un marché, une mort paisible en échange du nom du véritable commanditaire du meurtre de ses parents. Le doyen, à bout de force, reconnaît que sa création a dépassé toutes ses espérances. Mais il refuse de trahir son maître, certain que sa mort sera vengée, et prépare un dernier acte de défi. Soudain, une attaque surprise le prend au dépourvu, son tortionnaire jouant sa dernière carte. Une puissante vague d'énergie le submerge, le forçant à reculer sous la violence de l'assaut final. Son œil doré s'écarquille alors qu'il reconnaît la nature de ce pouvoir, le tisseur de rêves, utilisé contre lui. Un immense cercle magique violet se déploie, le doyen y concentrant toute sa puissance psychique. Le dragon infernal rugit, prêt à obéir à l'ordre de son maître et à tout anéantir. Le visage du doyen flotte dans un vortex, savourant sa victoire imminente avec un sourire dément. Une vision révèle le doyen tourmenté par une entité démoniaque, la véritable source de son pouvoir. Les fils du destin alertent Xiaoji, son propre pouvoir l'incitant à fuir face à cette menace écrasante. Loin de là, un journaliste rapporte qu'un brouillard corrosif a envahi l'église, déclenchant une enquête officielle. De retour au combat, Xiaoji utilise ses filles d'or pour maîtriser non pas une, mais deux créatures démoniaques. L'une des bêtes est violemment stoppée dans son élan, piégée par les liens dorés de son adversaire. La créature se débat en vain, complètement immobilisée par les fils d'énergie de Xiaoji. Avec une maîtrise totale, il se sert du monstre capturé comme d'un fléau pour frapper les décombres de l'église. Une entité démoniaque se manifeste, ordonnant à Xiaoji de cesser sa résistance et de la servir. Ignorant les avertissements sur sa propre santé mentale, Xiaoji reste concentré, affirmant avoir un plan. Il sait que sa capacité construction a un coût, l'affaiblissant progressivement et le laissant vulnérable. Conscient du temps qui lui est compté, il doit agir vite avant que ses pouvoirs ne s'épuisent face à une nouvelle vague de monstres. Une explosion d'énergie secoue l'église, marquant le début de sa contre-attaque. La démone, nullement impressionnée, observe la scène avec un mépris glacial. Son regard perçant, empreint d'une malveillance surnaturelle, fixe son adversaire avec intensité. Shoji a retourné la situation, piégeant les créatures dans ses fils dorés et narguant la démone sur son manque de contrôle. Furieuse, elle lui demande des comptes, incapable de comprendre comment il a pu retourner ses sbires contre elle. Il révèle avec un sourire confiant qu'il a simplement ajusté le contrôle psychique qu'elle exerçait sur ses propres créatures. Il la nargue, se demandant où est passée son arrogance maintenant qu'elle est privée de ses pouvoirs. Folle de rage, la démone frappe le sol, refusant d'être humiliée par un simple humain. Son regard haineux promet une vengeance terrible, jugeant son affront impardonnable. Sans se laisser impressionner, il ordonne à ses nouvelles marionnettes de se joindre à la fête. Elle méprise ses propres créatures, convaincue qu'elles ne font pas le poids face à sa véritable puissance. Exaspérée, elle attaque ses propres sbires, trouvant cette situation absolument ridicule. Conscient du danger, il décide qu'il est temps de battre en retraite. Pas besoin de lui dire deux fois. Son regard est fixé sur une explosion imminente, une dernière carte qu'il s'apprête à jouer. La démone, refusant de le laisser s'échapper, prépare une attaque finale pour l'intercepter. Une attaque surprise le frappe de plein fouet, un sceau magique le clouant sur place. Son œil se crispe, piégé par un sceau qui tente de le soumettre. Au dehors, une équipe d'intervention observe un faisceau d'énergie s'échapper de l'église, se demandant si un nouveau prédateur est apparu. À l'intérieur, Xiaoji s'effondre, submergé par une douleur insoutenable alors que l'entité tente de prendre le contrôle. Il lutte désespérément pour expulser l'intruse de son esprit, qui lui murmure de cesser sa résistance et de se rendre. Se relevant péniblement, il entend l'alerte de l'équipe d'assaut qui se prépare à intervenir. La démone, parlant à travers lui, le menace de livrer son corps aux agents s'il ne se soumet pas. Elle se moque de sa résistance, persuadée que son corps ne survivra pas à l'assaut extérieur avant de le traiter avec mépris. L'escouade en combinaison de protection pénètre dans l'église en ruine, prête à affronter la menace. Le chef d'équipe s'arrête net, le regard figé par la scène macabre qui s'offre à lui. Il découvre les corps des créatures démoniaques jonchant le sol, réalisant qu'elles ne ressemblent pas aux prédateurs habituels. Xiaoji, le visage marqué, observe l'équipe d'intervention qui reçoit l'ordre de sécuriser la zone pour la recherche. La scène bascule vers la métropole futuriste de Santenberg, baignée dans les lumières de la nuit. Une main tient une sphère rougeoyante, emprisonnant le reflet tourmenté de Xiaoji. Un homme puissant ordonne l'élimination de sa cible, la jugeant sans défense maintenant qu'elle est bannie. Loin de la ville, Xiaoji se repose près d'un feu de camp, devant un bâtiment abandonné. Il contemple les flammes, ayant nettoyé la zone des menaces pour passer la nuit en sécurité. Conscient des effets secondaires de son pouvoir, il décide de rester sur ses gardes avant de se reposer.
La lune se reflète sur la vitre, instaurant un calme précaire dans la nuit silencieuse. Alors qu'il médite, une énergie malveillante commence à s'enrouler autour de lui dans son sommeil. Une main spectrale s'approche de son visage, profitant de sa vulnérabilité pour tenter de prendre le contrôle. La démone apparaît dans son esprit, lui promettant de le piéger pour en faire son esclave. La scène bascule sur 2 voitures de luxe roulant sur une route ensoleillée. À l'intérieur, une femme rappelle à son mari, obsédé par le travail, qu'il devait profiter de leur journée. Le père, plein de remords, promet à son fils une journée inoubliable au parc d'attractions. Le visage du jeune garçon s'illumine de joie, enchanté par la promesse de son père. Soudain, l'expression de la mère se fige et une tension palpable s'installe dans la voiture. Un vol de corbeaux passe au-dessus de leur véhicule, un présage inquiétant. Pris d'un malaise soudain, le garçon se blottit contre sa mère qui s'inquiète de son état. Alerté par sa femme, le père se retourne, le visage crispé par l'inquiétude pour son fils. Un camion percute violemment leur voiture, brisant leur journée en un instant tragique. Le son strident d'une sirène d'ambulance résonne, annonçant une tragédie imminente. Au milieu des débris, les pompiers découvrent un jeune garçon, unique survivant de l'accident. L'enfant, en état de choc, appelle ses parents, tandis qu'une silhouette familière l'observe de loin. De retour dans son esprit, une voix l'exhorte à se réveiller alors que le monde de ses souvenirs s'effondre. Des éclats de souvenirs heureux avec ses parents, Ji-Yu, éclatent en 1000 morceaux. Son passé traumatisant refait surface, un enchaînement de tragédies et d'accusations. Un souvenir de son recrutement au centre de gestion des capacités lui offre une nouvelle identité. Avec un sourire résigné, il accepte la fin de ce rêve, prêt à affronter la réalité. La démone profite de sa vulnérabilité, lui murmurant que son esprit lui appartiendra bientôt. Mais elle est surprise par des fils dorés qui bloquent son assaut, révélant qu'il n'est pas si sans défense. La démone est stupéfaite de l'échec de son enchantement. Mais Xiaoji lui révèle avec un sourire que l'invasion mentale est sa spécialité. Elle réalise alors que la force mentale de cet humain dépasse de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. En guise de remerciement pour le rêve qu'elle lui a montré, il lui offre une fin rapide, son scalpel menaçant. Soudain, son scalpel énergétique se brise, le laissant momentanément perplexe face à cette résistance inattendue. La démone change de tactique, implorant sa pitié en se faisant passer pour une créature faible et sans défense. Il la confronte à ses mensonges, lui rappelant sa réputation de démone surpuissante, mais elle lui propose un marché tentant. Son masque tombe, révélant une fureur intense alors qu'elle lui promet une vengeance terrible une fois ses pouvoirs restaurés. Impassible, il se moque de sa piètre performance d'actrice, nullement intimidé par ses menaces. D'un geste rapide, il la frappe avec une lame d'énergie, déplorant le gâchis d'une si belle enveloppe charnelle. Les runes sur sa corne se fissurent, marquant la rupture de son pouvoir et son incrédulité face à sa défaite. La démone, enveloppée d'une aura de puissance, se jette sur Xiaoji dans un assaut fulgurant. L'impact de son attaque provoque une explosion dévastatrice, projetant des débris dans toutes les directions. À genoux et blessé, Xiaoji se retrouve à la merci de la créature qui le toise avec un mépris total. Folle de rage, elle hurle sa fureur, outrée qu'un simple mortel ait osé endommager sa corne. Elle lève sa griffe acérée, jurant qu'il paiera de sa vie pour cet affront impardonnable. Il esquive une rafale de coups, réalisant avec une pointe d'ironie qu'il a sérieusement provoqué sa colère. Un souvenir crucial lui revient, lui donnant une idée pour retourner la situation à son avantage. Portant un masque et baignant dans une lueur violette, la démone se prépare à l'achever d'un coup fatal. Son œil doré brille d'une lueur stratégique. Il a repéré une faille et s'apprête à saisir sa chance. Il déchaîne alors une contre-attaque spectaculaire, une explosion d'énergie dorée qui embrase la scène. La démone, bien qu'impressionnée, sait que son pouvoir s'affaiblit et qu'elle doit trouver un hôte pour survivre. Face à son refus de se soumettre, elle décide de faire de son âme sa prochaine source de pouvoir. Elle invoque une créature spectrale, déterminée à se nourrir de son âme pour retrouver sa force. Son regard s'illumine d'une lueur maléfique, concentrant toute sa puissance pour l'assaut final. Un rayon d'énergie dévastateur s'abat sur la zone, pulvérisant tout sur son passage. Soudain, une silhouette encapuchonnée surgit des ombres, raillant l'audace de la démone. Le nouveau venu domine la démone à terre, lui reprochant de s'être révélé si imprudemment. Sans la moindre hésitation, il déchaîne un rayon d'énergie qui la frappe de plein fouet. Il révèle son visage, se moquant de la faiblesse de celle qui dominait autrefois le classement des démons. Il la qualifie de spectacle pitoyable avant de lancer une nouvelle vague d'énergie destructrice. Le démon aux yeux brillants réalise soudainement qu'il a été trompé. Il scrute les décombres, perplexe, se demandant où sa proie a bien pu disparaître. Une attaque surprise le frappe de côté, une lame d'énergie violette le projetant violemment.
Il esquive de justesse un second assaut, découvrant avec stupeur que son adversaire est toujours là. Xiaoji se révèle, raillant l'incapacité du démon à percer une simple illusion mentale. La démone, à l'intérieur de son esprit, révèle qu'elle a besoin de son corps pour survivre, se félicitant que son ennemi ne l'ait pas achevé. Utilisant le corps de Xiaoji, elle lance une attaque, se plaignant de la faiblesse de son hôte. Son adversaire intercepte le coup avec une force brute, agacé par son ton méprisant. Fou de rage, le démon ne supporte pas d'être rabaissé par une entité qu'il juge inférieure. Il concentre une énergie verdâtre dans son poing, prêt à en finir avec la démone qui a osé le défier. L'assaillant démoniaque lance une attaque furieuse, mais se heurte à une toile d'énergie dorée. D'un revers de main, Xiaoji repousse son adversaire, qui est projeté en arrière avec violence. Soudain, une douleur fulgurante traverse l'esprit de Xiaoji, qui se saisit la tête en pleine agonie. Il lutte pour reprendre le contrôle, ordonnant à l'entité démoniaque de quitter son corps. Profitant de cette ouverture, le démon aux yeux verts s'élance pour porter le coup de grâce. Mais sa frappe est stoppée net par un mur de glace cristalline, à sa plus grande surprise. Avec un sourire suffisant, Xiaoji se moque de la faiblesse de son ennemi, incapable de le vaincre même affaibli. D'une poigne de fer, il saisit le bras de son adversaire, le bloquant sans le moindre effort. Le démon, abasourdi, ne comprend pas comment il a pu être maîtrisé si facilement. Une dispute éclate dans l'esprit de Xiaoji, chacun accusant l'autre d'avoir entravé le combat. Le démon aux yeux verts, se sentant méprisé, explose de rage face à cette situation ridicule. Il accuse son adversaire de le prendre de haut, pendant que la démone exhorte Xiaoji à lui laisser les rênes pour affronter leur ennemi commun. Refusant d'être intimidée par un simple mortel, la démone déploie des chaînes d'énergie rouge qui surprennent son adversaire. À contre-cœur, elle accepte de prêter sa puissance à Xiaoji, reportant leur propre conflit après avoir réglé le sort de leur adversaire. Le démon, suspicieux, se demande quelle nouvelle ruse son adversaire s'apprête à utiliser contre lui. S'appropriant la puissance de la démone, il matérialise des lances d'énergie pour montrer l'étendue de sa maîtrise. Les projectiles d'énergie frappent leur cible avec une violence inouïe, déclenchant une explosion dévastatrice. Vaincu et au sol, le démon n'en croit pas ses yeux, se demandant comment un humain peut manier le pouvoir de la démone avec une telle facilité. Acculé, il sort une seringue, prêt à s'injecter un pouvoir supérieur pour survivre. Il s'apprête à s'injecter la potion de son seigneur, un dernier recours pour reprendre le dessus. L'œil du démon brille d'une lueur sinistre, signe de sa terrifiante transformation. Enveloppé d'une aura rouge, il sent une vague de puissance déferler dans son corps. Face à cette nouvelle menace, Xiaoji matérialise des lances enchaînées, prêt à en finir. Mais son adversaire esquive l'assaut qui fracasse le sol dans un impact assourdissant. La créature, désormais bien plus rapide, se jette sur lui avec une fureur prédatrice. Xiaoji est pris de court par l'incroyable vitesse de son adversaire. D'un seul coup dévastateur, le démon le projette violemment au sol. Se tenant au-dessus de sa victime, il savoure sa victoire, persuadé de l'avoir emporté d'un seul coup. Il se prépare à récupérer le corps, croyant sa mission enfin accomplie. Soudain, il est frappé par de fins fils d'énergie rouge, le prenant complètement au dépourvu. Le démon, perplexe, ne comprend pas comment il a pu être piégé si facilement. La démone, contrôlant le corps de Xiaoji, porte un coup violent à son adversaire. Le démon vaincu réalise que le corps humain de Xiaoji ne peut supporter une telle puissance sans contrat. À travers les yeux de Xiaoji, elle le nargue, affirmant qu'il aurait dû lui céder le contrôle dès le début. Elle invoque un serpent spectral pour absorber l'énergie de son ennemi et restaurer ses propres forces. La créature fantomatique ouvre une gueule béante, prête à dévorer l'essence de sa victime. Bien que le goût soit déplaisant, elle admet que ce rituel lui a permis de regagner une partie de son pouvoir. Le corps de Xiaoji, meurtri, montre les signes évidents de l'épuisement causé par cette possession. La démone se plaint de la fragilité de son hôte, déçue par les limites du corps humain. Elle avoue à contre-cœur qu'elle n'aurait jamais sauvé un simple mortel si elle avait eu une autre option. La démone, tenant Xiaoji, déploie une aura spectaculaire, affirmant qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle lui ordonne de s'estimer heureux de sa miséricorde, préparant son prochain acte. Un sceau magique s'imprime sur lui, le liant de force à la puissance de la démone. Le contre-coup le frappe violemment, le laissant à terre et crachant du sang. Soudain, la conscience de Xiaoji bascule dans un paysage infernal, se demandant où il a atterri. Il comprend alors qu'il a été projeté dans les souvenirs de la démone elle-même. Il y découvre une scène de trahison où elle est condamnée par les siens, qui hurlent à sa mort. Une créature squelettique lève les yeux, surprise par un rayon de lumière dorée fendant le ciel. Le rayon frappe le sol au loin, illuminant le paysage désolé sous le regard de la démone. Une colonne d'énergie divine jaillit du point d'impact, annonçant une intervention extérieure. Une créature informe exulte,
voyant dans cette lumière une chance de s'échapper de ce royaume maudit. La démone se lance vers le faisceau, déterminée à s'emparer de ce pouvoir et à fuir cet enfer. Une faux gigantesque, vibrant d'une énergie maléfique, se matérialise, prête à faucher tous les espoirs. Ses yeux s'illuminent d'une lueur violette, affirmant sa volonté de s'approprier cette puissance. D'un geste puissant, elle brandit son arme, revendiquant sa nouvelle domination sur ce royaume. Soudain, Xiaoji reprend conscience, le regard vide, comme s'il revenait d'un long et terrible voyage. Il découvre la démone, assise nonchalamment sur les décombres, qui l'accueille avec une pointe d'ironie. À genoux, il lui demande des comptes, mais elle le traite avec mépris, le qualifiant d'humain ingrat. Elle se penche vers lui rappelant qu'elle lui a sauvé la vie, alors qu'il réalise être complètement paralysé. Elle lui révèle qu'ils sont désormais liés par des règles cosmiques, incapables de se nuire mutuellement. Elle lui annonce qu'ils sont désormais de la même famille, un lien qu'il n'a pas choisi. Xiaoji, un sourire en coin, demande si la vision infernale qu'il a vécue était bien réelle. Il la nargue, suggérant qu'elle a fui les enfers, mais elle rétorque fièrement avoir combattu des centaines de démons. Soudain, son estomac gargouille bruyamment, trahissant une faim très peu démoniaque. Il lui tend une conserve, surpris de découvrir que même les créatures infernales ont besoin de se nourrir. Elle savoure son repas, trouvant finalement des avantages à leur nouvelle association, aux grandes dames de Xiaoji. Il découvre alors une marque violette sur sa poitrine, un sceau dont il ignore l'origine et la signification. Voulant des réponses, il s'approche d'elle, mais elle recule, méfiante et sur la défensive. Exaspérée, elle lui ordonne de se taire, refusant de répondre à ses questions sur le sceau. Il comprend que cette marque est un classement, un numéro qui désigne les 36 démons les plus puissants des enfers. La démone révèle que sa place au classement a été effacée suite à une trahison. Elle propose un contrat à Xiaoji, lui promettant de retrouver ses souvenirs en consommant des démons. Xiaoji remarque que la potion que le démon a bu est la même que celle du doyen. Il se demande quel serait son intérêt à signer un contrat avec elle. La démone lui explique qu'elle peut améliorer ses capacités en échange de son aide. Elle lui propose de l'aider à trouver le meurtrier de ses parents. En retour, il doit l'aider à retrouver sa place au sommet du classement des démons. Xiaoji accepte le contrat, mais souhaite y ajouter des conditions. Il exige qu'il n'y ait ni ordres arbitraires, ni possession arbitraire, ni coercition. La démone est outrée par ces conditions et le somme de mourir. Un sceau magique se forme entre eux, scellant leur pacte dans un vortex cosmique. Un pilier d'énergie rose jaillit du sol, marquant la conclusion de leur accord surnaturel. Épuisé, il se repose sur sa nouvelle alliée, une petite créature désormais perchée sur son épaule. Il s'endort paisiblement, trouvant finalement que cette association forcée n'est pas si désagréable. La scène bascule sur un gratte-ciel moderne, dont les lumières forment un motif énigmatique dans la nuit. Dans un centre de commandement, une alerte générale signale une multiplication des apparitions démoniaques. Un supérieur donne ses ordres, confiant une carte d'accès pour lancer la prochaine phase de leur plan. Une femme au regard déterminé observe la situation, consciente que le temps presse pour elle. Elle confronte Xiaoji, sa main sur sa poitrine, devinant qu'il a déjà pactisé avec un démon. La démone propose de l'éliminer, mais Xiaoji, prudent, préfère découvrir les intentions de cette visiteuse audacieuse. Xiaoji feinte l'ignorance, mais son interlocutrice lui demande d'arrêter de jouer la comédie et mentionne la colère du ciel. Son visage se durcit, se souvenant que cette organisation est réputée pour ses puissants psychiques. Elle lui révèle que la colère du ciel est une faction secrète dédiée à l'éradication des prédateurs à l'échelle mondiale. Luo lui propose alors officiellement de rejoindre leur rang et de faire équipe avec eux. Avec un sourire poli, il décline l'offre, prétextant avoir d'autres priorités malgré leurs nobles idéaux. Elle insiste, affirmant que rejoindre leur groupe est la meilleure option pour lui, quels que soient ses objectifs. Pour le convaincre, elle détaille les avantages, comme l'accès aux grandes cités et le renforcement de son démon. Il la défie d'un sourire amusé, lui demandant ce qu'il adviendra s'il persiste dans son refus. Le ton change radicalement alors que des chaînes d'énergie bleue se matérialisent, l'avertissant des conséquences. Un cercle magique l'entoure, Luo lui posant un ultimatum. Rejoindre leur cause ou être éliminé. Face à la menace, Xiaoji affiche un sourire confiant, retournant la situation avec une aisance déconcertante. Une aura violette l'enveloppe alors qu'il se prépare à dicter ses propres termes, loin de se laisser intimider. Il accepte de rejoindre la colère du ciel, mais son regard perçant indique clairement que ce sera à ses conditions. Exigeant le choix de ses missions et un accès total aux informations, il dévoile une partie de la puissance de son allié démoniaque. Luo sent un frisson la parcourir, déstabilisé par l'intensité de l'énergie qui émane de lui. Un sourire carnassier se dessine sur ses lèvres, réalisant que la force de son démon est la clé de la réussite de son plan. La tension retombée, elle lui expose les faits. L'apparition massive des démons est un phénomène récent et inexpliqué.
Elle lui révèle alors une découverte capitale faite par son organisation concernant la nature de ces créatures. Une projection holographique montre que les démons possèdent la capacité unique de maîtriser les prédateurs. Xiaoji la questionne sur sa stratégie, devinant qu'elle cache la vérité au public pour éviter une panique généralisée. Luo justifie sa rétention d'informations, affirmant que trop de vérité ne sèmerait que le chaos. Xiaoji, songeur, devine que l'organisation Colère du Ciel cache bien plus de secrets sur les démons. Affichant un sourire coopératif, il déclare espérer une bonne entente future avec Lu Yao. Elle lui tend la main pour sceller leur accord, mais il repousse poliment le geste pour plus tard. Avec un regard malicieux, il la met en garde de ne pas le décevoir, révélant ses propres attentes. Lu Yao lui donne rendez-vous le lendemain matin pour le conduire au quartier général et rencontrer l'équipe. La scène bascule sur son modeste appartement dans un immeuble délabré, contrastant avec les enjeux. De retour chez lui, il se prépare un simple dîner, un rare moment de calme dans sa vie mouvementée. Une présence inattendue l'interrompt en pleine cuisine, le surprenant totalement. La démone, sous sa forme originelle, se plaint de la complexité des inventions humaines après une douche. Il se retourne abasourdi, sentant une présence chaotique derrière lui. Il découvre la démone, pommeau de douche en main, qui lui reproche son attitude alors qu'il regrette de l'avoir laissée seule. Se voyant dans le miroir, il se résigne face à la salle de bain inondée, anticipant une longue nuit de nettoyage. Une pensée terrifiante le frappe soudain, et si elle avait aussi semé le chaos dans sa cuisine? Il se précipite et s'arrête net, la suppliant du regard de ne pas avoir touché à son repas. Ayant déjà tout dévoré, elle en réclame davantage, trouvant la nourriture humaine bien supérieure aux rations d'urgence. Son œil s'illumine d'une lueur malicieuse, savourant pleinement la frustration de son hôte. Une aura de fureur pure entoure Xiaoji, qui constate que son dîner a disparu, tandis qu'elle tente de justifier sa faim impériale. Un cri de rage résonne dans tout l'immeuble, la démone accusant Xiaoji d'être le véritable monstre. Le lendemain, un hélicoptère attend sur une plateforme, marquant le début de sa nouvelle collaboration. Luo le guide à travers les couloirs futuristes du quartier général, jetant un regard en arrière. L'air fatigué, il prétexte une nuit agitée, visiblement irrité par les frasques de sa nouvelle alliée. Elle accepte son excuse avec un sourire entendu, prête à passer aux choses sérieuses. Sur une plateforme surplombant la ville, elle lui annonce que les membres de la Colère du Ciel les attendent. Devant un arbre holographique géant, elle l'invite à la suivre pour découvrir leur base au sein de l'Alliance de Santenberg. Il s'étonne que la base ne soit pas en ville, mais elle explique que le système de défense y est trop avancé. La surveillance stricte de la ville entraverait les mouvements discrets de leur organisation. Se retournant, elle lui propose de lui faire visiter les lieux pour l'intégrer officiellement. On lui remet une carte d'accès personnel, marquant son entrée officielle dans leur rang. Une projection holographique révèle la structure de la base, divisée en quartiers d'habitation et en zones opérationnelles. Luo l'informe qu'il se dirige maintenant vers le centre de test de l'organisation. Elle lui explique que chaque nouvelle recrue doit subir une évaluation complète de ses capacités physiques et psychiques. À leur arrivée, ils sont accueillis par un scientifique qui salue respectueusement Lu Yao. Les yeux de Xiaoji brillent d'une lueur glaciale, analysant la situation avec une méfiance évidente. Avec un sourire en coin, il demande s'il doit entrer, mais Lu Yao lui suggère de laisser son démon l'accompagner. La petite créature démoniaque juge Lu Yao avec mépris, la traitant mentalement d'hypocrite. Il entre dans une capsule de test high-tech dont les portes se referment sur lui. L'analyse commence. Des flux de données holographiques l'entourant pendant que ses capacités sont mesurées. Soudain, les alarmes se déclenchent, son œil brillant d'une puissance qui surcharge les capteurs du système. Le scientifique, paniqué, annonce à une Lu Yao stupéfaite que son indice psychique dépasse les capacités de l'équipement. La capsule de test explose sous une décharge d'énergie, incapable de contenir sa puissance. Lu Yao, loin d'être paniqué, affiche un sourire satisfait, reconnaissant en lui le candidat idéal qu'elle recherchait. Sortant des débris, Xiaoji s'excuse avec une fausse modestie d'avoir accidentellement détruit leur équipement. Il jette un regard interrogateur sur les résultats affichés, perplexe face à l'évaluation de ses capacités. L'écran révèle un pouvoir psychique de rang S, mais un physique classé seulement B, ce qui le laisse songeur. Lu Yao lui explique que son physique de rang B est déjà exceptionnel pour un psychique de type mental. Satisfaite de son niveau S, elle décide d'annuler les tests restants et de passer à la suite. Elle le conduit devant une immense cuve contenant une créature monstrueuse, lui souhaitant la bienvenue au centre de recherche. Avec un sourire entendu, il devine que cette visite n'est pas une simple formalité, ce qu'elle confirme sans détour. Observant des démons en captivité, la petite créature sur son épaule se demande s'ils ne sont pas destinés à devenir des sujets d'expérience.
Luo révèle que les démons sont arrivés bien avant la pluie rouge et que ce centre n'est qu'une installation réactivée. Elle l'interroge sur l'arbre technologique qu'il a pu voir au cœur de la ville de Santenberg. Avec un sourire mystérieux, elle précise que sa fonction apparente n'est qu'une façade. Une vision de l'immense arbre holographique surplombant la cité illustre son véritable et secret objectif. Sa véritable mission est de sceller les 36 démons les plus puissants, emprisonnant leur essence. La petite créature sur son épaule comprend alors l'origine de l'aura démoniaque qu'elle a ressentie en arrivant. Luo explique que l'énergie maléfique des démons a corrompu les humains, donnant naissance aux prédateurs et aux psychiques. Xiaoji fait le lien, comprenant pourquoi les démons peuvent éveiller la conscience des prédateurs. Elle dévoile que l'arbre technologique est connecté au sceau des 36 démons et que leur mission est de tous les y renvoyer. Se tournant vers lui, elle l'appelle par son vrai nom, Ji Yuxuan, affirmant que le monde a besoin de son pouvoir. Avec un sourire en coin, il avoue que le sort du monde n'est pas vraiment sa priorité. Il la confronte directement, se demandant si son pacte avec la démone n'était pas une de ses machinations. Son regard insistant cherche des réponses sur le visage impassible de Lu Yao. La démone lui suggère d'éliminer Lu Yao, mais il la fait taire, préférant la réflexion à la violence. Il comprend qu'elle l'a fait suivre depuis le début, reliant les événements avec une clarté déconcertante. Son œil doré s'illumine, reconnaissant l'ampleur du plan de Lu Yao, un piège tendu depuis bien longtemps. Elle confirme ses soupçons avec un sourire suffisant, admettant qu'il est tombé droit dans son piège. Sans crier gare, il lance une attaque fulgurante, une lame d'énergie visant directement Lu Yao. Elle esquive de justesse, une fine coupure sur la joue témoignant de la vitesse de l'assaut, sauvée par ses pouvoirs spatiaux. Refusant l'aide de la démone, il affirme son contrôle, prouvant qu'il n'a besoin de personne pour dicter ses actions. La petite créature démoniaque est prise au dépourvu, sentant une menace inattendue. Soudain, la démone est piégée dans un champ d'énergie, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Elle se retrouve enfermée dans une pyramide holographique, hurlant à Xiaoji de la libérer. Luo révèle avec un sourire que c'est une nouvelle technologie de confinement, parfaite pour un test. Xiaoji, impressionné malgré lui, reconnaît que le centre de recherche de Lu Yao a finalement produit des résultats. Une attaque surprise jaillit du sol, des pics d'ombre forçant Xiaoji à esquiver de justesse. Le visage crispé, il réalise avec stupeur qu'il est la cible d'un nouvel assaillant. Il se retrouve complètement immobilisé, son ombre piégée par une substance noire et visqueuse. Un nouvel arrivant félicite l'assaillant, une lueur de satisfaction dans le regard. Une femme au regard glacial apparaît, armée d'un arc d'énergie noire prête à entrer en scène. L'identité de l'attaquante Xia est révélée, une employée modèle à la réputation impeccable. Son seul échec, l'affaire de trafic de jeunes filles menée par Ye Yu. Xiaoji réalise que Xia est celle qui a révélé son existence à la colère du ciel. Il comprend que l'employé modèle a divulgué des informations confidentielles. Lu Yao explique que les démons de l'ombre peuvent dissimuler leur présence. Xia a simulé son inconscience pour observer Xiaoji sans éveiller les soupçons. Les images envoyées par Xia ont révélé le fort potentiel psychique de Xiaoji. Xiaoji, confiant, s'approche dangereusement de Lu Yao. Il utilise ses fils d'or pour la maîtriser, la prenant par surprise. Une autre agente intervient, ordonnant à Xiaoji de libérer Lu Yao. Il prend le contrôle, utilisant Lu Yao comme otage pour exiger la libération de son allié démoniaque. Le visage de Xia se durcit, refusant de céder au chantage malgré le danger imminent pour sa supérieure. Ignorant l'ultimatum, elle décoche une volée de flèches d'ombre directement sur Xiaoji. Les projectiles atteignent leur cible, le projetant violemment en arrière et frappant même la cage du démon. Xia se précipite vers Lu Yao, qui la rassure d'un clin d'œil, révélant que tout était sous contrôle. Entouré d'une aura menaçante, Xiaoji leur reproche le stratagème malhonnête utilisé pour le tester. Lu Yao s'excuse platement, expliquant que le test de ses capacités a simplement un peu dérapé. Il accepte ses excuses avec un avertissement à peine voilé, espérant qu'une telle erreur ne se reproduira plus. Elle lui révèle alors son véritable objectif, l'inviter à devenir le cerveau d'une équipe d'élite de contractants démoniaques. D'un air suffisant, il décline l'offre, affirmant ne pas être intéressé par un rôle de babysitter. Lu Yao lui explique que la colère du ciel lui fournira gratuitement les localisations des démons et d'autres avantages. Il réalise que leur objectif commun sur les démons classés pourrait accélérer son propre contrat, tout en songeant à se débarrasser de son allié. Acceptant l'offre, il s'enquiert de la suite. Et Lu Yao lui assigne sa première mission à la Tour des Lamentations, en compagnie de Xia. Elle lui annonce qu'il y rencontrera également les 3 autres membres de l'équipe, complétant ainsi leur nouvelle escouade. Un sourire en coin, il se dit que l'escouade démoniaque parfaite est enfin en train de se former, ses propres plans en tête. La scène bascule sur la place ensoleillée de Santenberg, où la vie citadine semble suivre son cours paisiblement.
Un homme élégant observe une interface holographique, notant que les fluctuations énergétiques sont dans la norme. Dans un lieu sombre, le corps pétrifié et fissuré d'une créature vaincue gît parmi les décombres. Un jeune homme aux cheveux bleus se dresse au-dessus d'elle, une lueur sadique dans les yeux, comme s'il venait de savourer sa victoire. Sous une lune rouge sang, un autre individu masqué exulte de manière démente, un pied posé sur sa dernière victime. La scène se déplace vers un autre bâtiment moderne, baignant dans la pénombre de la nuit. À l'intérieur, un homme en peignoir se détend, un verre à la main, l'air pensif. Un flashback révèle le visage terrifié d'un sujet d'expérience dont les résultats viennent d'être transmis. Dans un laboratoire, des scientifiques se préparent pour une deuxième phase d'expérimentation. Ils observent deux appareils identiques, un détail crucial qui semble relier deux événements distincts. L'homme en peignoir réfléchit au lien entre plusieurs organisations secrètes, dont une nouvelle faction inconnue. Soudain, une main griffue lui subtilise son verre, le sortant de ses pensées. Une démone en serviette apparaît et boit son vin, l'homme la rappelant à l'ordre sur le lieu où il se trouve. Elle rétorque avec dédain que les conventions humaines ne s'appliquent pas à elle. D'un geste provocateur, elle lui caresse le menton, le laissant visiblement décontenancé. La démone le provoque, se demandant quelle pensée il nourrit à son égard. Elle tente de le charmer, ses yeux brillant d'une lueur violette hypnotique. Une aura d'enchantement les enveloppe, une tentative pour le soumettre à sa volonté. Elle révèle son plan, expliquant comment elle compte envahir son esprit. Avec une assurance impériale, elle lui ordonne de lui céder le contrôle de son corps. Mais un sourire confiant se dessine sur ses lèvres, montrant qu'il n'est pas dupe. La créature est prise de court, déconcertée par sa résistance inattendue. Son œil s'illumine d'or, révélant qu'il a percé à jour ses intentions depuis le début. Elle réalise avec stupeur que son puissant enchantement n'a eu aucun effet sur lui. Il explique calmement qu'il n'a jamais sous-estimé un adversaire, prouvant sa supériorité stratégique. La démone humiliée l'insulte, incapable d'accepter que son enchantement ait été si facilement déjoué. Il retourne l'attaque mentale contre elle, la forçant à revivre son propre passé traumatisant. Il la plonge plus profondément dans ses souvenirs, la confrontant à son règne macabre sur une montagne de crâne. Il lui fait revivre sa propre trahison, où les siens se sont retournés contre elle en réclamant son pouvoir. Mais explorer ses souvenirs a un coût, et il est frappé par un violent contre-coup psychique. Alors qu'il se remet, il réalise qu'il a vu ses souvenirs. Mais la démone le nomme Ji Yuxuan, le confondant avec un autre. Croyant avoir affaire à son vieil ennemi, elle se jette sur lui pour le punir de son audace. D'un geste simple, il intercepte son attaque, la laissant abasourdie par sa force et sa rapidité. Son assurance s'effondre alors qu'il la tire vers lui, son expression passant de la fureur à une totale confusion. Le rapport de force s'inverse brutalement, et elle se retrouve à la merci de cet homme qui n'est clairement pas celui qu'elle croyait. Une grenouille verte observe une maison moderne sous la pluie. La tour des lamentations se dresse fièrement sous le soleil. Xiaoji et son accompagnatrice arrivent à la tour des lamentations. L'allié de Xiaoji explique pourquoi Lu Yao ne les a pas téléportés directement. Un homme attaque Xiaoji par surprise. Xiaoji est projeté au sol par l'attaque soudaine. Xiaoji s'interroge sur la force et la discrétion de son agresseur. L'accompagnatrice de Xiaoji intervient pour arrêter le combat. L'agresseur, un homme aux cheveux blonds, se plaint de l'odeur de Xiaoji. L'allié démoniaque de Xiaoji exprime également son dégoût pour l'odeur. Un homme aux cheveux longs déploie une barrière d'énergie hexagonale pour intercepter l'assaut. Le bouclier high-tech bloque de justesse l'attaque, surprenant l'agresseur par son efficacité. Il réprimande son coéquipier, Siegrisme, pour son accueil brutal envers le nouveau venu. Avec un sourire désarmant, il rappelle à l'ordre son partenaire, soulignant son manque de manières. Siegrisme, visiblement contrarié, exprime son mécontentement face à cette intervention. Un autre membre de l'équipe, Guzera, utilise des vrilles d'énergie pour le retenir, aux grandes dames de l'assaillant. Le jeune homme aux yeux bandés lui explique calmement que tout cela fait partie des plans de Lu Yao. Siegrisme demande à son propre démon Bella de supporter la présence de Xiaoji malgré son aversion. Son arme démoniaque accepte à contre-cœur, vibrant d'une énergie rouge en signe de soumission. Si elle leur transmet les détails de la mission, enquêter sur la tour des lamentations où un démon classé a été détecté. Siegrisme, furieux, s'éloigne en suggérant une approche plus radicale, suivie de près par le jeune Guzera. L'homme aux lunettes, Bai-Yin, se présente à Xiaoji avec une poignée de main amicale. La démone prévient Xiaoji que ce nouvel allié est bien plus puissant qu'il ne l'est. L'arme démoniaque de Siegrisme, Bella, touche la petite créature qui convoite déjà le corps de son maître. L'équipe se rassemble devant l'entrée imposante de la tour des lamentations, leur mission sur le point de commencer. À l'intérieur, Siegrisme exprime son dégoût face à l'atmosphère poisseuse et aux flaques verdâtres qui souillent les lieux.
Une créature pisciforme aux dents acérées surgit soudainement d'une flaque, surprenant Guzera. Le monstre aquatique ricane, son aura maléfique se concentrant sur le jeune homme aux cheveux bleus. Sigrisme brandit son épée démoniaque pour protéger son jeune coéquipier de l'assaut imminent. Il met Guzera en garde, réalisant qu'ils sont encerclés par une horde de ces créatures qui se déplacent dans les flaques. Guzera cherche la protection de Sigrisme, qui accepte avec une assurance affichée. Son épée démoniaque s'embrase, symbolisant sa promesse de protéger son jeune coéquipier. Poussé par un zèle protecteur, il se lance dans la mêlée avec une fureur jubilatoire. Guzera observe la scène, notant avec calme l'impétuosité de son protecteur autoproclamé. Il ne semble pas s'en soucier, révélant une étrange cuillère flottante, signe de son propre pouvoir. Il active sa compétence gourmandise, se préparant à dévorer la horde de créatures qui l'encerclent. Pendant ce temps, Bayin et Xia progressent dans un couloir tout aussi poisseux, loin de l'agitation. Bayin propose de rester groupé, mais Xiaoji décline, préférant opérer seul, au grand étonnement de Xia. Bayin lui révèle que cette mission est un test d'initiation pour Xiaoji, dont la difficulté suggère un immense potentiel. Xia, cependant, rejette cette conclusion d'un air grave, sentant que quelque chose d'autre se trame. Xia en vient à une conclusion inquiétante. La nouvelle recrue est dangereuse. Pendant ce temps, Xiaoji erre dans un couloir sans fin, la démone sur son épaule s'impatientant de tourner en rond. Il comprend qu'ils sont piégés par un mur fantôme, une illusion qui les désoriente. Des créatures pisciformes continuent de surgir des flaques, ajoutant au malaise ambiant. Soudain, son allié démoniaque le met en garde, sentant une présence approcher. Une immense menace se précipite vers eux depuis le fond du couloir poisseux. Une main griffue tente de le saisir par surprise, mais il esquive l'assaut de justesse. Déployant ses fils d'or, il se prépare au combat, mais le couloir est redevenu étrangement silencieux. Une silhouette obscure aux yeux rouges se matérialise juste derrière lui, le glaçant sur place. La démone sirène, classée 31e, apparaît avec un sourire carnassier et une requête macabre. Face à la proposition déconcertante de la sirène, Xiaoji reste parfaitement impassible, analysant la situation. Sa petite alliée lui suggère d'accepter pour s'en sortir, mais il la rabroue avec un sourire suffisant. D'un mouvement vif, il repousse la sirène, lui expliquant qu'une union doit naître de l'amour. Il lui lance un regard en coin, lui conseillant avec une pointe d'ironie de mieux se considérer. Totalement décontenancée par ce compliment inattendu, la démone ne sait plus comment réagir. Elle interprète mal ses paroles, s'imaginant déjà une demande en mariage et planifiant leur avenir. Perdue dans ses rêveries, elle ne voit pas les fils d'or de Xiaoji qui la transpercent de toutes parts. Submergée par la douleur, elle déchaîne une vague d'énergie aquatique dans un dernier sursaut. Vaincue, elle sombre dans les profondeurs, son esprit régressant sous le choc de l'attaque. Ressurgissant de l'eau, elle explose de rage, furieuse de ne même pas avoir pu lui demander son nom. Un tourbillon d'eau furieux se déchaîne, engloutissant tout le couloir dans sa rage. Emporté par le torrent, Xiaoji est projeté au milieu d'éclats de miroirs et de débris. Pendant ce temps, Sigrisme blessé s'inquiète pour son coéquipier, alors que le reste de l'équipe arrive. Bayin se moque de son partenaire, lui rappelant que c'est le prix à payer pour sa désobéissance. Sigrisme, agacé, demande des nouvelles de la recrue, que Guzera croit déjà mort et inutile. Xia consulte son appareil, confirmant que le signal vital de Xiaoji est toujours actif. Levant les yeux vers les étages supérieurs, elle décide de continuer à observer la situation à distance. Piégée dans une bulle, la sirène ordonne à la petite créature de ne pas s'approcher de l'homme qu'elle convoite. Se penchant sur Xiaoji inconscient, son obsession pour lui atteint un nouveau sommet. Elle ignore son contrat existant, prête à utiliser son propre pouvoir pour le lier à elle. La sirène, obsédée, s'apprête à le lier à elle par un nouveau contrat pour ne jamais être séparés. Un sourire dément se dessine sur son visage, savourant l'idée de leur union éternelle. Mais son expression se fige, totalement déconcertée par une interruption inattendue. Shoji ouvre les yeux, la toisant d'un regard glacial et rejetant froidement ses avances. D'un geste vif, il lui plante un objet pointu dans la poitrine, la prenant par surprise. Elle s'effondre dans ses bras, submergée par la douleur, tandis qu'il la regarde avec une froide indifférence. Soudain, sa véritable alliée démoniaque apparaît, demandant avec suffisance si sa performance était convaincante. Ils se tiennent au-dessus de la sirène vaincue, révélant que tout n'était qu'une ruse pour la piéger. Le cœur brisé, la sirène pleure des larmes de cristal, se sentant trahie une fois de plus. Son corps se dissout dans l'eau, laissant derrière elle un Xiaoji de nouveau inconscient. La conscience de Xiaoji plonge dans les souvenirs de la sirène, découvrant sa rencontre avec un homme sur une plage déserte. Elle se remémore avoir soigné les blessures de cet homme, un lien de confiance se formant entre eux. Un souvenir heureux la montre dansant pour lui pendant qu'il la peint, un moment de pure insouciance.
Mais derrière cette façade idyllique se cachait sa véritable nature, une part d'elle-même implorant d'être sauvée. Le souvenir bascule sur une scène de trahison où elle est présentée comme un lot rare lors d'une vente aux enchères. Terrifiée, elle voit les enchères monter en flèche, son destin se jouant sous les yeux d'une foule avide. L'homme qu'elle aimait apparaît alors, semblant la sauver en remportant l'enchère pour une somme colossale. Son sourire se tord en une grimace cruelle, révélant qu'il ne voyait en elle qu'un objet de grande valeur. La réalisation de sa trahison la frappe de plein fouet, ses espoirs anéantis par ce mensonge. Consumée par la rage, sa véritable nature monstrueuse se déchaîne, prête à se venger de celui qui l'a trompée. La sirène, consumée par la fureur, révèle sa forme monstrueuse, dominant la scène de ses tentacules. Brandissant un orbe d'énergie, elle affirme sa volonté de le garder avec elle pour l'éternité, même dans la mort. Elle abat un tentacule avec une force dévastatrice, créant une explosion d'énergie verdâtre. Loin d'être intimidée, Xiaoji déploie sa propre aura, savourant l'idée d'un véritable affrontement. Hurlant de rage, la sirène lance un projectile d'eau concentré, cherchant à l'anéantir. Avec une assurance déconcertante, il s'élance dans les airs, prêt à intercepter l'assaut de sa faux. Leurs pouvoirs s'entrechoquent dans une gerbe d'énergie, la lame violette de Xiaoji fendant le torrent aquatique. Le visage déformé par la haine, la créature refuse d'abandonner, déchaînant toute sa fureur. Changeant de tactique, il la frappe d'un coup de pied fulgurant, une lumière dorée perçant ses défenses. Repoussée par l'impact, elle est projetée en arrière, tandis qu'il réalise de justesse à quel point son attaque était mortelle. Il se redresse, la provoquant d'un air de défi, se demandant si elle a peur. Loin d'être effrayé, un sourire sadique illumine son visage, révélant son excitation pour ce combat. Il bondit, sa faux traçant des arcs d'énergie dorée dans une attaque fulgurante. Ses fils dorés fendent l'eau, s'enroulant autour de la forme monstrueuse de la sirène. La créature se dissout dans une gerbe d'eau, échappant de justesse à la pleine puissance du coup. Elle se matérialise à nouveau juste à côté de lui, mais il a déjà percé à jour sa capacité. Un sourire suffisant se dessine sur ses lèvres, comprenant que cette capacité est aussi sa plus grande faiblesse. D'une poigne de fer, il saisit l'un de ses tentacules, l'écrasant sans pitié. Utilisant le tentacule comme une ancre, il l'entrave de ses fils dorés avant qu'elle ne puisse réagir. Les fils se transforment en lourdes chaînes violettes, immobilisant complètement la sirène, stupéfaite par ce retournement de situation. La sirène, enchaînée, affiche un rictus féroce. Xiaoji ressent la puissance du démon et se prépare à l'affrontement. Un tourbillon d'eau se forme, annonçant une attaque imminente. La sirène se transforme, son pouvoir démoniaque se décuple. Xiaoji part une attaque avec sa faux, surpris par la force de la sirène. La sirène contre-attaque, projetant Xiaoji au sol. Xiaoji, blessé, analyse la situation et la vitesse accrue de son adversaire. La sirène utilise une technique de fusion, se liquéfiant partiellement. Xiaoji utilise une technique d'illusion pour perturber la sirène. Xiaoji a du mal à viser la sirène, qui se déplace avec une agilité déconcertante. Il décide que ce qui ne peut être attrapé doit simplement disparaître, sa faux prête à frapper. Un sourire confiant aux lèvres, il admet avoir une vague idée de plan. Brandissant sa faux chargée d'énergie violette, il prévient que son approche sera pour le moins bruyante. Une déflagration d'énergie pulvérise les murs, confirmant ses dires. Il abat sa lame avec une force colossale, faisant s'effondrer une partie de la structure. L'impact de son arme laisse une immense fissure sur le mur, témoignant de sa puissance destructrice. En dessous, Siegrism et son équipe sont surpris par les débris qui pleuvent, l'homme furieux de cette attaque inattendue. Le sol s'effondre, créant un trou béant d'où s'écoule l'eau de la sirène. Son œil s'illumine d'or alors qu'il déploie ses fils, leur ordonnant de s'embraser. Les fils chauffent à blanc, faisant s'évaporer instantanément l'eau qui compose le corps de la sirène. La sirène subit les effets brûlants de l'attaque de Xiaoji. Elle hurle de douleur, prisonnière des fils de Xiaoji. Xiaoji ordonne à son allié démoniaque d'attaquer. Les chaînes violettes transpercent la sirène. La sirène souffre terriblement, des larmes coulant sur son visage. Elle se demande si c'est la fin, incapable d'accepter son sort. Un souvenir de son passé refait surface, une image idyllique et trompeuse. La sirène se souvient d'avoir été vendue aux enchères. Les enchères montent, la sirène implore d'être sauvée. Un homme fait une offre exorbitante pour l'acquérir. Le souvenir la ramène à l'homme qui a remporté l'enchère, déclarant vouloir l'acquérir. Un autre souvenir la montre avec lui, il lui assure la comprendre même si elle ne peut parler. Avec un sourire charmeur, il lui demande de confirmer les sentiments qu'il devine en elle. Visiblement troublée, elle baisse les yeux, ses joues rougissant sous le coup de l'émotion. Il prend délicatement sa main, l'invitant à se rapprocher et à se confier. Submergée, elle tente de prononcer son nom, le regard rempli d'une adoration naissante.
Son regard bienveillant l'incite à avouer les sentiments qu'il attend d'entendre. Le souvenir culmine sur une étreinte passionnée, scellant ce qui semble être un amour partagé. Mais ce moment idyllique est corrompu par une faim insatiable qui hante ses pensées. La vision s'achève sur son reflet monstrueux dans une flaque, la ramenant à sa douloureuse réalité. Elle réalise avec horreur qu'elle a blessé celui qu'elle aimait le plus. Submergée par la douleur et le désespoir, elle sombre dans une folie destructrice. Un cristal de glace se forme dans sa poitrine, symbole de son cœur brisé et de sa défaite imminente. Enfermée dans une prison de cristal, elle accepte son sort, voyant la mort comme une libération. Xiaoji comprend qu'elle a scellé ses propres souvenirs pour échapper à une douleur insupportable. Son allié démoniaque apparaît sous sa forme de serpent, prêt à dévorer l'essence de la sirène vaincue. Mais les fils d'or de Xiaoji l'interceptent, l'empêchant de porter le coup de grâce. Se dressant devant elle, il l'arrête net, aux grandes dames de la créature qui l'interpelle à nouveau sous le nom de Ji Yuchuan. Il lui explique qu'il est inutile de s'aliéner la colère du ciel pour un seul démon classé. À contre-cœur, la démone se retire, obéissant à la logique stratégique de son maître. La démone, furieuse, remet en question ses ordres, mais il rétorque qu'il ne fait que planifier sur le long terme. Il sait que leur contrat la limite, mais il craint qu'une autre correction de sa part ne soit fatale dans son état actuel. Un tentacule d'énergie rose le touche au visage, le prenant complètement par surprise. Après l'avoir sondé, la créature semble convaincue de sa sincérité et se calme. Reprenant sa petite forme, il la met en garde de ne pas abuser de sa patience, qui a des limites. Contemplant la ville depuis les décombres, il soupire de soulagement, considérant l'affaire enfin résolue. La caméra s'attarde sur la tour des lamentations, dont les étages supérieurs sont ravagés par les flammes. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée s'enfuit précipitamment de la scène, un objet bleu brillant à la main. L'individu se retourne, horrifié, alors qu'un visage monstrueux et affamé se matérialise juste derrière lui. Une gerbe de sang sur fond noir scelle le sort tragique du fuyard, victime d'une nouvelle menace. Le corps du fuyard gît au sol, son appareil émettant un signal de détresse continue. Le signal d'urgence révèle la chute de la ville de Dorne, réclamant une intervention immédiate. Pendant ce temps, la tour des lamentations fume encore, témoignant du combat qui vient de s'achever. Xia reçoit l'alerte, annonçant que Lu Yao les attend de toute urgence à Dorne. L'équipe s'impatiente, Guzera se moquant de l'absence de la nouvelle recrue qu'il juge déjà inutile. Soudain, la prison de cristal de la sirène est projetée hors du bâtiment, surprenant tout le monde. L'orbe s'écrase dans une explosion, forçant Bai Yin à protéger ses coéquipiers avec un bouclier d'énergie. Émergeant des décombres, Xiaoji se dresse au-dessus d'eux, l'air fatigué mais victorieux. Avec une assurance désinvolte, il leur demande s'ils ne sont pas censés s'occuper des démons. Guzera se plaint d'une erreur dans leurs informations, mais Xia confirme que le démon classé est bien là. Bai Yin utilise son pouvoir pour matérialiser un cube de confinement holographique. L'essence de la sirène est absorbée et scellée à l'intérieur de la prison de cristal. Xia confirme officiellement la capture du 31e démon, la mission étant un succès. Bai Yin tend la main à Xiaoji, l'accueillant officiellement dans l'escouade démoniaque. Ignorant les formalités, Xiaoji révèle qu'il a déjà identifié Bai Yin comme le contractant des démons barrières. Bai Yin, flatté et surpris que la nouvelle recrue se souvienne de son nom et de sa spécialité. Son regard se porte ensuite sur les deux autres, qu'il nomme sans hésiter Siegrisme et Guzera. Siegrisme, agacé mais intrigué, exprime son mécontentement d'être interpellé par un inconnu. Impressionné par son exploit, il brandit son épée enflammée et le défie en duel. Sans attendre de réponse, il lance une attaque fulgurante, une lame d'énergie fendant l'air. Xia intervient, son projectile d'énergie rouge explosant au sol pour stopper net l'assaut de Sigrisme. D'un ton autoritaire, elle lui rappelle que leur priorité est de porter secours à la ville de Dorne. Sigrisme grogne de frustration, visiblement contrarié que son duel ait été interrompu. Il accepte de reporter le combat, promettant à Xiaoji de régler leur compte une fois la mission terminée. La créature démoniaque prévient Xiaoji de la dangerosité de son adversaire, mais il répond par un sourire confiant. Il songe que les membres les plus puissants de l'escouade n'ont probablement pas encore révélé leur véritable nature. L'équipe se met en route à bord d'un véhicule blindé, protégé par un bouclier d'énergie. À l'intérieur, Xia confirme à Lu Yao par communication qu'ils sont en chemin pour la ville de Dorne. Alors que Xiaoji regarde le paysage, sa propre alliée démoniaque le convoite, le trouvant particulièrement appétissant. Bai Yin explique que son pouvoir de dissimulation est utile, mais consomme une quantité considérable d'énergie mentale. Sa petite alliée démoniaque révèle qu'il n'y a que deux types de contractants, les scélérats et ceux qui cachent des secrets. Un sourire en coin, Xiaoji semble réfléchir à sa propre catégorie. Elle lui demande de deviner dans quelle catégorie se trouvent leurs coéquipiers endormis.
Il demande à sa partenaire ce qu'elle pense de lui, et elle le classe sans hésiter dans les deux catégories à la fois. Ses pensées se tournent vers leur destination, la ville de Dorne. Il se souvient que c'est une prison gérée par une faction hérétique, un véritable aimant à démons. Une vision de la ville de Dorne, un lieu de pénitence pour criminels, désormais assiégé par une créature colossale. Arrivé sur les lieux, l'équipe de Lu Yao constate qu'un brouillard dense et impénétrable entoure la cité. Son subordonné lui annonce la perte de contact avec deux équipes, tandis que la troisième est sur le point de succomber. D'un ton ferme, elle ordonne de surveiller le dernier signal et d'accélérer l'analyse du brouillard avant de s'éloigner. Lu Yao attend avec une patience calculée l'arrivée de l'escouade démoniaque. La scène bascule dans une ruelle sombre et ensanglantée, témoin d'un récent carnage. Dans l'obscurité, une créature informe se repaît voracement des restes de ses victimes. Le monstre, un assemblage grotesque de chair recousue, savoure son repas macabre. Un homme se dresse au-dessus de la créature, la provoquant sur la qualité de son festin. La créature, au visage de poupée défiguré, exprime sa satisfaction avec un sourire terrifiant. Une silhouette ténébreuse les interrompt, observant la scène avec une curiosité malsaine. Ce nouvel arrivant, un démon à l'œil unique, révèle que ses sbires ont presque anéanti la ville. Il exprime son dédain pour son sbire, une créature primitive à peine capable de parler. Tenant son grimoire, il lui rappelle leur pacte et l'arrivée imminente de leurs véritables ennemis. Le maître des démons encourage sa créature recousue à poursuivre le massacre des humains dans la ville. Il lui confie la suite des opérations, laissant derrière lui des lames spectrales en signe de commandement. La scène change pour la base temporaire de la colère du ciel, établie près de la ville de Dorne. Lu Yao expose la situation. Dorne est assiégée depuis 3 jours et toutes les équipes de reconnaissance ont disparu. Face à ce mystère, Xiaoji suspecte un lien avec les démons, tandis que Siegrisme prône une attaque frontale et brutale. Xia exprime ses doutes, craignant un piège, tandis que Xiaoji analyse la prudence de sa coéquipière. Baoing se porte volontaire pour une mission de reconnaissance avec Xia, proposant une approche prudente. D'un ton sans appel, Lu Yao rejette son offre et désigne plutôt Xiaoji et Xia pour cette mission. Visiblement surpris par cette décision, le nouveau duo se prépare mentalement pour la tâche qui les attend. Lu Yao justifie son choix en soulignant l'épuisement de Bayin, testant ainsi les capacités de sa nouvelle recrue. Lu Yao juge Siegrisme et Guzera trop impulsifs pour une mission d'infiltration, aux grandes dames du premier. Elle explique vouloir éviter les risques inutiles, confirmant que le duo Xiaoji et Xia est le plus adapté. Xiaoji accepte mais propose d'y aller seul, y voyant une chance d'enquêter sur l'organisation Blaze. Lu Yao refuse, insistant sur la présence de Xia pour son expérience, et ordonne aux autres de se tenir prêts. Son allié le prévient que Lu Yao veut le surveiller, mais il décide de suivre son propre plan. La scène change pour une vue aérienne de Dorne, une ville fantôme dont les rues sont maculées de traces de violence. Un cube de téléportation fissuré, entouré d'une énergie sombre, s'écrase violemment dans une ruelle. Le cube explose en fragments lumineux, matérialisant Xiaoji et Xia au cœur de la ville dévastée. Il comprend que Lu Yao a stocké son pouvoir dans un objet, une technique qui le surprend avant de sentir une présence. Levant les yeux, le duo aperçoit une silhouette ailée et menaçante planant dans le ciel nocturne. Une créature ailée transporte des corps sans vie dans sa gueule, survolant la ville dévastée. Des monstres volants lâchent leur proie dans les rues, nourrissant d'autres créatures qui attendent en bas. Xia réalise avec horreur que les démons organisent ce festin macabre, tandis que Xiaoji mesure la complexité de la situation. Soudain, un prédateur aux dents acérées plonge sur eux, sa langue pendante menaçant de les happer. Xiaoji réagit au quart de tour, déployant un bouclier d'or pour intercepter l'assaut et protéger sa coéquipière. Sans perdre une seconde, Xia matérialise son arc d'ombre, une flèche d'énergie rouge prête à être décochée. Elle ordonne à Xiaoji de baisser sa garde dans 2 secondes et il accepte avec une confiance absolue. Au moment précis où le bouclier s'abaisse, sa flèche file et transperce la créature en plein vol. Le monstre, touché de plein fouet, s'écrase lourdement sur le pavé dans un fracas assourdissant. Empalée par des pics d'ombre, la créature pousse un hurlement de douleur, son agonie visible. La créature se dissout dans une flaque d'ombre, laissant le duo momentanément en sécurité. Mais le répit est de courte durée, car le regard perçant de Xia détecte une nouvelle présence. Elle bande son arc, visant une silhouette qui vient d'apparaître dans l'ombre. Un homme encapuchonné sort de l'ombre, les jaugeant d'un air sévère et s'interrogeant sur leur pouvoir. Il exige de connaître leur origine, mais Xia, méfiante, retourne la question en le tenant en joue. Xiaoji se souvient des instructions de Lu Yao, se présenter comme membre de l'Alliance de Santenberg pour gagner la confiance des survivants. Appliquant le plan, il se présente avec un sourire désarmant, affirmant qu'ils ont été envoyés en renfort par l'Alliance.
L'homme semble stupéfait par cette révélation, le nom de l'Alliance résonnant en lui. Sa méfiance se transforme en un immense soulagement, reconnaissant que de l'aide est enfin arrivée. Il se présente comme Joris, un serrurier, et tend la main à Xiaoji en signe de confiance. Joris leur intime de le suivre, expliquant que la ruelle n'est pas un endroit sûr pour discuter. Il leur révèle que la plupart des survivants se cachent dans un refuge secret, les invitant à le rejoindre. Alors que Xia se méfie, Xiaoji lui rappelle avec un sourire entendu qu'ils doivent suivre cette piste, quelle qu'elle soit. L'homme encapuchonné ouvre une trappe d'égout, d'où s'échappe une brume étrange. La vapeur se dissipe dans les canalisations, marquant le chemin vers leur destination souterraine. Dans les tunnels, Joris explique que le système de drainage avancé de la ville leur a permis de survivre. Xiaoji remarque sa connaissance des lieux, et Joris confirme que Dorne est sa ville natale. Ils s'arrêtent devant une porte blindée, annonçant qu'ils sont arrivés à destination. En entrant, le duo est accueilli par une vision inattendue, leur visage trahissant leur surprise. Joris leur assure que le refuge est indétectable sans connaître les lieux, garantissant leur sécurité. Xiaoji exprime son dégoût pour l'odeur ambiante et interroge Joris sur l'absence d'autres survivants. Le visage de Joris se durcit dans l'ombre, révélant ses véritables intentions. Soudain, des tirs éclatent, confirmant que le refuge est en réalité un piège. D'un réflexe vif, Xiaoji déploie un bouclier d'or pour bloquer les projectiles et protéger Xia. Ils sont encerclés par des hommes armés qui ordonnent leur capture, les identifiant comme membres de l'Alliance. Comprenant qu'ils font face aux criminels de la prison, ils suggèrent calmement de négocier. Une lourde grille s'abat derrière eux, les enfermant définitivement dans la souricière. Ils remarquent une pierre source sur la grille, un minéral rare capable de neutraliser leur pouvoir. Le chef des prisonniers, un homme aux cheveux blancs, somme Joris de se montrer. Un groupe de survivants apparaît, l'un d'eux demandant à Joris s'il a rapporté les médicaments promis. Joris avoue à son chef qu'il n'a pas trouvé les médicaments, provoquant la panique parmi les survivants qui craignent une mort imminente. Le chef aux cheveux blancs se tourne vers ses prisonniers avec un sourire suffisant, les considérant comme une précieuse monnaie d'échange. Xiaoji comprend que ce lieu n'est pas un refuge, mais une prison, et que la faction des exilés contrôlait les criminels par la drogue. Le chef confirme ses soupçons, révélant que cet endroit sordide était leur lieu de vie, un monde de labeur et d'obscurité. Il montre les marques sur son cou, expliquant que le poison colombe les tourmente sans relâche, une souffrance de chaque instant. Xia le confronte froidement, lui demandant pourquoi ils n'ont pas simplement évité de voler s'ils craignaient tant les conséquences. Xiaoji expose Joris, expliquant que la forme de ses doigts trahit des années d'entraînement au vol. Un détail qui ne trompe pas. Furieux d'être démasqué, Joris explose de rage, mais son camarade le calme, rappelant que leur priorité est d'obtenir l'antidote. Une survivante prend le relais et pose un ultimatum. Des vivres et des médicaments avant la nuit, ou leurs otages seront éliminés. Xia rétorque calmement qu'elle ne peut rien faire, le brouillard qui enveloppe la ville bloquant toute communication. La chef des prisonniers, furieuse, leur rappelle leurs mensonges, tandis que Xiaoji, derrière les barreaux, semble lassé par la situation. Le chef des criminels s'impatiente, demandant à Xia si son pouvoir est enfin prêt à être déchaîné. Soudain, le chef se fige, réalisant avec horreur qu'il est paralysé, défiant la logique de la pierre source. Les ombres de Xia se déploient, neutralisant tous les ravisseurs, y compris ceux qui se cachaient encore. Avec un sourire suffisant, Xiaoji annonce qu'il est temps de briser leur cage, moquant l'inefficacité de leur piège. D'un seul coup, il pulvérise les barreaux de la grille, libérant une onde de choc violette qui déchire le métal. Le chef des criminels, terrifié, voit une vrille d'ombre s'approcher de lui, annonçant une fin imminente. Un scalpel se reflète dans son œil injecté de sang, alors que la peur le submerge complètement. Xiaoji, tenant l'instrument, se prépare à sonder ses souvenirs pour découvrir la vérité sur Dorne. La vision le plonge dans le passé des prisonniers, condamnés à extraire la pierre source dans les mines souterraines de la ville. Dans les souvenirs, un prisonnier remarque avec inquiétude la disparition de ses compagnons, mais son ami l'exhorte à tenir bon. Leur conversation est brutalement interrompue par un gardien qui les surprend en flagrant délit de bavardage. Furieux, le gardien leur inflige une double peine pour leur insubordination. Les deux hommes l'accusent d'abuser de son autorité pour assouvir une vengeance personnelle. Pour toute réponse, le gardien frappe violemment l'un des prisonniers sous le regard horrifié de son ami. Il se tourne ensuite vers les autres mineurs, les traitant comme du bétail et les forçant à reprendre le travail. Les prisonniers continuent leur labeur, extrayant sans relâche les précieux minerais sous la menace constante des gardes. Le gardien exprime son mépris pour ces criminels qu'il juge ingrats et perfides. Un de ses collègues s'approche alors pour lui chuchoter un plan à l'oreille. Un sourire cruel se dessine sur le visage du gardien, annonçant une issue funeste pour les prisonniers.
Le gardien annonce avec un sourire sadique que les prisonniers vont rencontrer des invités de marque. Les mains menottées, les détenus sont contraints d'obéir, leur sort entre les mains de leur geôlier. Ils sont conduits en file indienne dans les profondeurs d'un tunnel obscur vers une destination inconnue. Émergeant de la mine, ils découvrent une installation lourdement gardée qui les attend à l'extérieur. L'un des prisonniers plisse les yeux, ébloui par la lumière du jour après une longue période dans l'obscurité. Alignés face à leur gardien, les prisonniers attendent leur sort dans un silence pesant. Les deux amis échangent un regard inquiet, sentant que le calme inhabituel des gardes présage un danger. Dans l'ombre, le chef des exilés est pressé par une entité démoniaque de commencer le festin. L'œil du chef s'illumine d'une lueur rouge alors qu'il donne l'ordre de servir le repas. Les gardiens révèlent leur véritable nature monstrueuse, se tournant vers les prisonniers avec une faim vorace. Un garde transformé attaque sauvagement les prisonniers. Un prisonnier réalise que tous les gardes sont devenus des prédateurs. Un prisonnier demande de l'aide à un autre, se disant détenteur de pouvoir. Des menottes se brisent, libérant les prisonniers. 2 prisonniers retrouvent leur pouvoir avec joie. Ils décident de se joindre au combat contre les gardes transformés. Un prisonnier observe le combat, remarquant les menottes en pierre brute. Le démon borgne observe la scène avec amusement. Il réalise qu'il doit avancer son plan. Le démon révèle sa véritable forme monstrueuse. Les prisonniers, horrifiés, découvrent une créature draconique colossale qui se matérialise devant eux. Un des détenus est pétrifié de terreur alors qu'une griffe monstrueuse s'abat sur lui. Le chaos éclate alors que d'autres démons ailés sèment la panique et la destruction parmi les fuyards. Dans un geste désespéré, un prisonnier pousse son ami pour le sauver d'une attaque imminente. La créature écrase violemment le sauveur qui s'est sacrifié pour protéger son camarade. Le coup est fatal, mettant fin à sa vie de manière brutale sous le regard de son ami. Son camarade, impuissant, hurle son nom alors qu'il est lui-même la proie d'une autre bête. Mortellement blessé, le héros du jour s'effondre dans les bras de son ami au milieu du carnage. Avec un dernier souffle, il lui promet qu'ils s'échapperont et rentreront chez eux ensemble. Son corps devient inerte, ses dernières paroles se perdant dans le silence de la mort. Le chef des prisonniers, dévasté, supplie son ami mourant de tenir bon pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Dans un dernier souffle, son ami murmure son désir de goûter une dernière fois une tarte aux pommes de son village. Submergé par le chagrin, il implore son camarade de ne pas s'endormir, lui promettant un avenir meilleur. Il se remémore leur maison et les fleurs qu'il devait planter, s'accrochant à un espoir qui s'éteint. Accablé par la culpabilité, il s'effondre en larmes sur le corps de son frère d'armes. Rassemblant ses dernières forces, le mourant lui fait promettre de survivre, quoi qu'il en coûte. Les larmes aux yeux, son ami rend son dernier soupir, sa promesse scellant leur adieu. Entouré par les flammes du chaos, le survivant hurle sa douleur, tenant le corps sans vie de son ami. Alors qu'il est consumé par le chagrin, une griffe monstrueuse plonge vers lui, prête à l'achever. Le corps de son ami absorbe l'impact dévastateur, lui offrant une dernière protection posthume. La vision s'achève sur le monstre ailé qui a semé la destruction et le chaos. Le chef des prisonniers, le cœur brisé, jure de survivre pour révéler les horreurs de Dorne. De retour dans le présent, Xiaoji comprend que les démons et des prédateurs se sont alliés pour viser les prisonniers. Il explique à Xia qu'il a administré un sédatif temporaire aux survivants pour les mettre hors de danger. Xia déploie ses ombres pour protéger les prisonniers inconscients en cas d'attaque. Un sourire en coin, il sait que cette protection sera bien insuffisante face à la véritable menace. Soudain, une silhouette démoniaque au sourire carnassier émerge d'un nuage de fumée. Sans hésiter, Xiaoji lance une chaîne d'énergie violette sur le nouvel arrivant. Le démon, surpris d'être découvert, se moque de leur tentative de le débusquer. Xiaoji l'interroge sur le brouillard et le sort des équipes précédentes, prêt à en découdre. Le démon masqué se moque d'eux, avouant avec un plaisir sadique avoir déjà dévoré leurs camarades. Se tenant dos à dos, Xiaoji et Xia se préparent à affronter la menace qui les entoure. La forme colossale du démon se révèle dans la brume, annonçant que leur tour est venu. La créature se vante d'être un dieu absolu dans ce brouillard, dominant le duo de sa masse imposante. Xiaoji, agacé par son arrogance, prépare une contre-attaque en matérialisant un cercle magique violet. Refusant d'être mis dans le même panier, il déchaîne une pluie de chaînes d'énergie depuis le seau. Les chaînes s'enroulent solidement autour du cou de la créature, la prenant au piège. Au même moment, une flèche d'ombre crépitante d'énergie bleue est sur le point d'être décochée. Xia réalise avec colère qu'elle a été suivie, se reprochant son manque de vigilance. Déterminée à se racheter, elle bande son arc avec une nouvelle intensité, sa flèche brillant d'une lueur menaçante. La flèche de Xia file à travers les airs, un trait d'énergie bleue visant directement l'œil rouge de la créature de brume. Mais les chaînes et la flèche traversent le monstre sans aucun effet, se dissipant dans le vide.
Le duo est stupéfait, Xia n'en revenant pas d'avoir complètement manqué sa cible. Le visage du monstre se reforme juste à côté d'elle, la prévenant d'un danger imminent. Des vrilles de brouillard l'agrippent violemment, la prenant au piège dans leur étreinte glaciale. La créature se moque de leur impuissance, soulignant l'absurdité d'attaquer une entité faite de brume. Xiaoji sent l'air lui manquer, réalisant que le monstre aspire l'oxygène autour d'eux. Son allié démoniaque explique avec suffisance que sa nature lui permet de s'adapter, contrairement aux humains. Le monstre savoure leur agonie, se vantant de sa technique suprême pour asphyxier ses proies humaines. Xiaoji part des attaques d'énergie, comprenant que cette lutte ne fait qu'accélérer l'épuisement de ses forces. À bout de force, Xiaoji tente de contacter son allié démoniaque pour changer de stratégie. Face à la créature de brume, le duo se prépare à une contre-attaque désespérée. Son allié démoniaque se matérialise enfin, furieuse d'être dérangée et prête à déchaîner sa puissance glaciale. Le monstre de brume se moque de leur plan, sous-estimant la force du pacte démoniaque. Une colonne d'énergie glaciale jaillit, visant à purifier l'air et à dissiper l'épais brouillard. Le rayon transperce la brume, prenant le monstre par surprise et révélant sa vulnérabilité. Le brouillard se dissipe, exposant enfin le corps physique du démon, que Xia localise immédiatement. Les fils dorés de Xiaoji s'enroulent autour du démon, brisant son masque et révélant son vrai visage. D'un coup puissant, Xiaoji achève de détruire le masque, provoquant la rage du démon. Démasqué et fou de rage, le monstre jure que la destruction de son corps ne mettra pas fin à son règne de terreur. D'un air confiant, Xiaoji rétorque que la partie n'est pas encore jouée, sa chaîne transperçant la tête du démon. Il manipule la chaîne d'énergie, la faisant tournoyer dans le ciel brumeux avec une maîtrise déconcertante. Serrant son arme avec force, il affirme que les humains ne sont pas aussi faibles que le démon le pense. Avec un sourire suffisant, il déploie une multitude de chaînes, avertissant son adversaire de ne jamais les sous-estimer. Le démon, stupéfait, est balayé par la force des chaînes qui commencent à dissiper la brume. Il comprend avec horreur que Xiaoji utilise ces chaînes comme une tornade pour disperser son brouillard. Le brouillard se dissipe rapidement, révélant enfin les contours de la ville prisonnière. Xia, soulagée, reprend enfin son souffle alors que l'air redevient respirable. Elle observe Xiaoji et son allié, impressionnés par leur puissance et se demandant jusqu'où leurs capacités s'étendent. Le démon vaincu tente de s'enfuir en se dissolvant, jurant de revenir auprès de son maître. Le démon de brume est violemment déchiqueté, son corps se dissipant sous la force des chaînes. Une explosion d'ombre rouge achève la créature, ne laissant aucune chance de fuite. Déterminée, Xia se tient prête, assurant à Xiaoji que cette fois, leur proie ne s'échappera pas. Il se penche vers la véritable forme du démon, une petite créature pitoyable, avec un air amusé. La créature pleurniche, se plaignant de son état lamentable après avoir été vaincue. Xiaoji propose la créature vaincue à son allié démoniaque comme repas, mais elle refuse avec dégoût. Ignorant les protestations du petit démon, il lui enfonce une chaîne d'énergie dans la bouche pour le faire taire. Xia observe la scène, intriguée par la dynamique étrange entre Xiaoji et son allié. Elle l'interroge, ayant remarqué que son démon contractuel peut aussi prendre une forme humaine. Leur conversation est interrompue lorsque Xia reçoit un message urgent de leur supérieur. Xiaoji réalise que Xia possède aussi un démon humanoïde et décide de recueillir plus d'informations sur ses coéquipiers. Xia reçoit un ordre d'évacuation immédiate de Lu Yao, qui l'informe d'une anomalie critique à Dorne. Le petit démon capturé se dissout, provoquant une douleur intense au chef des prisonniers. Les prisonniers se tordent de douleur, le chef accusant la faction des exilés de ce nouveau tourment. Xia tente de les rassurer, affirmant qu'en tant que membres de l'Alliance, ils ne sont pas leurs ennemis. Convaincu par son camarade en larmes, le chef des prisonniers comprend qu'ils n'ont pas d'autre choix que de leur faire confiance. À contre-cœur, il accepte de coopérer avec eux pour s'échapper. Soudain, le noyau du petit démon explose dans un éclat de lumière, libérant une énergie inconnue. Xiaoji retient Xia, l'empêchant de s'approcher du danger alors qu'une silhouette émerge de la fumée. Une forme monstrueuse et tentaculaire se matérialise, sa puissance grandissant de manière exponentielle sous leurs yeux horrifiés. L'abomination de chair se penche sur le chef vaincu, annonçant qu'il ne lui manque plus que 2 victimes pour être complète.